résilience. Et parmi vous, beaucoup de parents sont présents et je les salue tous et merci d'être venus. Et pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir leur faire découvrir Jeanne. Bon, je parle beaucoup aux parents, et pas qu'aux parents d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment pour moi un moment un peu émouvant parce que depuis que je connais Jeanne, on avait cette idée un jour de faire ça. On savait qu'elle et moi, un jour, on se retrouverait là à faire une conférence. On ne savait pas trop le sujet, on ne savait pas trop comment ni où, mais on avait cette certitude qu'un jour, nos chemins se croiseraient et qu'on ferait quelque chose ensemble. Alors c'était avant la mort de ma fille. J'ai découvert Jeanne par hasard, même si je ne crois plus au hasard. Après avoir moi-même fait 10 ans de psychothérapie, donc je connaissais bien les psychologues, j'en avais vu plusieurs, et ça s'était pas toujours bien passé. Et j'ai découvert tous les travers qui sont décrits dans son dernier livre. Et j'avais toujours cette frustration de me dire, oui, d'accord, j'ai compris certaines choses de mon parcours, de mon histoire, pourquoi je fais ça ou pas, mais ça ne changeait rien. Et j'avais cette frustration toujours de me dire, ok, j'ai compris, mais et alors? Et après? Et c'est même pire parce que je comprenais exactement pourquoi j'allais pas bien, mais j'allais toujours pas bien. Et puis un jour, ça m'a amené à oser prendre mon téléphone, et par une grande chance, parce que Jeanne ne prend plus beaucoup de consultations, il y a eu une annulation, et Olga m'a proposé un rendez-vous. Et je me suis retrouvée devant Jeanne, avec cette problématique de me dire, qu'est-ce que je fais là? Et quand Jeanne m'a demandé, oui, alors, bonjour, pourquoi vous êtes là? Et j'ai eu un grand moment de solitude en me disant, mais je vais un petit peu parler de ma vie. Et en même temps que je décrivais ma vie, tout allait bien dans ma vie. En fait, j'avais fait des études, j'avais 2 enfants, j'ai travaillé, j'avais un boulot très sympa. Et en même temps, j'allais pas bien, enfin, j'étais pas très très bien. Et j'avais presque honte d'avouer que malgré tout ça, j'étais pas si bien. Et donc cette première rencontre qui est très bien décrite aussi dans le livre, la première fois où on franchit le pas et on se retrouve devant le psychologue, se joue énormément de choses. Et pour moi, ça a été vraiment cette expérience-là. Pour la première fois, d'être rassurée dans un lien affectif, alors qu'on ne se connaissait pas, d'être comprise, de ne pas être jugée. Et ça a amené un suivi. Oui, il y a quelques places. Voilà ma rencontre avec Jeanne. Quelques mois ou années après, peut-être un an et quelques après, j'ai vécu le malheur de la mort de ma fille qui a été emportée par un cancer en quelques mois d'une tumeur cérébrale. Et je me suis retrouvée face à cette problématique de comment on vit après l'impensable. Et là, c'était plus mettre des mots sur une souffrance ou sur des choses qu'on ne comprend pas de sa vie ou de son comportement. C'était une exigence de survie et de vie. La question, c'était qu'est-ce qui va me donner envie de me lever le matin? Et quand je ne suis pas bien, je fais quoi? Je prends des cachets, je vais courir, je pleure, je vais parler. C'était vraiment une problématique de vie et de m'aider à vivre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger avec Jeanne sur ce rôle de la psychologie qui est fondamentalement celui d'aider à vivre et pas toujours de mettre des mots sur les mots ou de creuser dans le passé. Là, il n'y avait pas besoin de creuser, je savais exactement d'où venait ma souffrance. La problématique, c'était plus qu'est-ce que j'en fais, comment je vis avec, comment je m'en accommode, et si je peux, et surtout, comment on garde espoir. Parce que finalement, quand il n'y en a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir de sauver son enfant ou de le ramener à la vie. La problématique de beaucoup de parents, c'est celle-là. C'est finalement comment je garde une forme d'espoir en la vie et au fait que la vie puisse encore mériter d'être vécue. Et cet espoir, pour moi, c'est ça aussi que je suis allée chercher auprès de Jeanne. Et dans nos échanges, c'est vraiment ce point-là qui est apparu, avec vraiment ce grand écart entre ce que Boris Cyrulnik appelle la prophétie autocréatrice, à savoir que
ce que tu as vécu, c'est tellement terrible, on ne s'en remet jamais. Et c'est un peu l'image qu'on nous renvoyait, les parents. Comment survivre à ça? Et le déni. C'est-à-dire un juste espoir, pas un espoir, un faux espoir, mais pas non plus une sorte de fatalité que ce malheur, que toute notre vie pouvait être réduite à ce malheur et qu'on serait toujours plus que cette maman ou ce papa en deuil. Et évidemment, ce qui aussi a amené cette conférence, parce que heureusement on a parmi nous pas que des parents en deuil, c'est aussi cette idée que la psychologie qui aide à vivre le pire, c'est aussi celle qui aide à vivre le meilleur. Et ça, c'est profondément rassurant pour des parents qui ont vécu le pire, de se dire que finalement, ce qui peut les aider, c'est pas différent de ce qui peut aider le commun des mortels à vivre des belles choses. C'est un vrai encouragement à la vie et à retrouver une place parmi des personnes qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, tout en y étant sensibles ou bienveillants. C'est ce que j'ai trouvé auprès de Jeanne. Alors, Jeanne, je me présente très rapidement, puisque je crois que vous la connaissez. Jeanne est donc psychologue, psychothérapeute et surtout fondatrice des centres Cogitos, dont le premier a été à Marseille, je crois bien. Et Jeanne a travaillé énormément sur la précocité. Elle est très connue pour les enfants précoces, les adultes aussi. Et toute son expérience a accompagné des personnes différentes, a nourri aussi l'expérience de ce livre. Et surtout aussi l'expérience de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience et de tout ce que ces activités de pleine conscience peuvent apporter et aider comme à vivre dans certaines épreuves. Et voilà. Et aujourd'hui, ce livre est pour moi une sorte de synthèse de toute cette expérience engrangée au fil des années. Et j'ai la fierté d'avoir participé à quelques échanges au fil de l'écriture du livre. Et voilà, et j'aimerais que tu nous parles de cette psychologie qui a pour intention, comme tu dis, autant que condition, celle d'aider à vivre. Et comment on aide à vivre après le pire, comme après le meilleur. Avec le meilleur. Avec le meilleur. Bon, Nathalie, merci beaucoup. Je suis tellement touchée d'être là avec toi. Tu sais combien je t'aime et combien je peux te dire haut et fort. Et combien cette rencontre avec toi a été un moment particulièrement touchant de ma vie professionnelle. Et tu en as rencontré d'autres aussi de mon équipe. Et je voudrais te dire que tu m'as dit tout à l'heure, avant la rencontre, que tu étais stressée. Je ne l'étais pas du tout. Et maintenant que tu as parlé, je ne sais plus du tout par quel bout prendre les choses. Et me voilà maintenant stressée en me disant waouh, elle me met là comme enjeu, comme défi de. Tu me poses une question hyper immense. Est-ce que tu peux me parler de. Je ne sais pas très bien comment je vais m'y prendre, mais je vais faire le mieux possible pour me centrer et pour tenter de répondre petit bout par petit bout à cette immense question. Mais je suis contente d'être stressée en fait. Parce que le stress, c'est de la peur. Et la peur, c'est une émotion. Et je crois qu'on est là aussi tous parce que, pour une raison ou pour une autre, c'est un thème qui nous touche. Et quand on parle de toucher, on parle de sensibilité. Et donc, on parle de réceptivité émotionnelle. Et la peur, c'est une émotion qui, à la fois, mobilise des ressources, justement, permet d'être plus acéré, même dans son intelligence, plus acéré dans sa compréhension d'un sujet. Mais quand la peur est trop importante, à ce moment-là, elle peut être sidérante ou elle peut nous conduire à perdre nos moyens. Alors, je ne sais pas très bien où j'en suis par rapport à la peur, là, personnellement, tout de suite. Et c'est vrai que peut-être que, comme tu le disais, j'ai beaucoup travaillé avec ces apports de la méditation de pleine conscience, qui est vraiment cet entraînement à vivre l'expérience sensorielle, émotionnelle de ce qu'on est en train de vivre à l'instant. Et peut-être qu'on peut se donner, nous là, chacun, un instant, non pas de méditation, ne vous inquiétez pas, mais, ou alors peut-être que vous êtes curieux ou impatient de méditer, mais peu importe. La seule chose que j'aimerais vous proposer mais peut-être aussi pour réguler mon propre stress, c'est de se poser, nous sommes, mais plutôt de revenir à soi, à l'intérieur de soi, et simplement prendre un instant pour prendre conscience de notre posture. Tiens, comment je suis assis
là, sur ma chaise, est-ce que je peux sentir le contact de mon dos sur le dossier, peut-être? Ou peut-être de mes bras posés sur les accoudoirs ou sur mes cuisses? Ou mes fesses, mon assise, les différentes pressions, peut-être les sensations dans mes pieds. Juste se donner un instant pour revenir à ses propres sensations, pour être présent à ce que tous et chacun pour soi, on est en train de vivre juste maintenant. Toujours unique, toujours différent, avec une forme de curiosité. Tiens, quel est l'état de mes émotions? Quelles sont mes pensées qui vont et viennent? Ou pas de pensée d'ailleurs. Quel est l'état de mes perceptions corporelles? Juste se donner ce temps de se relier, de se recentrer, comme dirait mon mari Alain qui vient d'arriver à l'instant, de se relier avec les 3 C, le cœur, le corps et le cerveau, pour se sentir présent, pour se sentir vivant. Et tu vois, ça me permet de faire le lien. D'abord, pour remercier aussi avec énormément de tendresse Audrey Platania, qui travaille avec moi depuis 15 ans et qui a été très très présente à chaque phrase de ce livre. Pour remercier avec beaucoup de tendresse aussi Coralie Laubry, avec qui je cohabite professionnellement depuis 20 ans maintenant, et qui dirige le centre Cogitos de Marseille, à Valentina Dolce qui travaille avec nous depuis un petit moment déjà, à ma sœur Claire qui aujourd'hui fait office de filmeuse, mais qui a bien d'autres qualités. Et je reviens parce que tu vois, c'est ça que permet la pleine conscience, c'est que j'ai terminé en disant de se sentir vivant. Ce qui me permet de faire le lien avec ce que tu me demandais, et que ma conviction, c'est que la psychologie doit changer de posture, et j'emploie ce mot à escient, et certaines comprendront pourquoi. Et la psychologie doit être quelque chose de vivant, justement. En fait, moi, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'étais en colère. Voilà encore une émotion. La colère, c'est une émotion dont la fonction est de repérer quelles sont nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Ça veut dire quels sont les piliers de notre existence. Si par exemple, j'ai comme valeur importante la justice, la moindre injustice va me mettre en colère. Et quand je ressens de la colère, alors je peux savoir instantanément qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justice dans mon environnement proche ou à l'intérieur de moi, une pensée, une émotion qui est venue réveiller cette injustice qui m'est insupportable. Si j'ai comme pilier, comme valeur fondamentale, l'amour ou l'amitié ou le travail ou l'argent, peu importe, il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs, alors quand un de ces piliers de ma vie va être ébranlé, je vais ressentir de la colère. Donc la colère, elle parle de quelque chose d'important qui a été touché, et qu'un événement ou que quelqu'un a tenté de venir empiéter sur ton territoire intérieur. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'étais en colère, parce que je crois qu'il y a un pilier très fort qui était touché pour moi dans cette psychologie, enfin dans la psychologie telle que je l'ai apprise sur les bancs de la fac, telle que je l'ai apprise dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche, dans lesquels j'ai eu la chance de travailler, l'opportunité de rencontrer des immenses figures de la psychologie, mais où à un moment on se dit, mais est-ce que vraiment c'est cette psychologie, celle dont les personnes aujourd'hui ont besoin? Où est, alors pardon, hein, et ça peut paraître un peu, je vais oser le terme, un peu cucu, mais où est l'amour? Aujourd'hui on parle beaucoup de bienveillance, et à force d'en parler, ça finit de perdre de son sens, cette bienveillance, ça fait un peu mièvre, la marque quelquefois d'entendre ce mot bienveillance. Mais bienveillance, ça veut dire bénévolence, ça veut dire vouloir du bien, profondément vouloir du bien à l'autre. Et d'ailleurs, dans mon alliance, on est mariés depuis presque 30 ans, dans mon alliance, qui n'est plus celle-là parce que j'ai grossi, ainsi va la vie, Alain avait fait graver Te voglio bene, c'est-à-dire en italien, aimer, c'est je te veux du bien.
et je crois que c'est vraiment cette valeur de l'amour. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des psys absolument incroyables. Je parlais d'Audrey, je parlais de Coralie. Je pourrais en citer plein d'autres encore, mais où il y avait vraiment quelque chose de comment on fait pour être très présent avec nos patients. Comment on fait pour s'engager corps et âme. Comment on fait pour effectivement, non pas être un psy distant, silencieux, qui laisse l'autre errer. Tu parlais de solitude. Mais tu vois, rien que t'en parler, ça me donne la chair de poule. Comment on peut laisser un patient seul dans ses problèmes, dans ses angoisses, dans ses difficultés, et avoir comme seule réponse, et vous en pensez quoi? Ben, en fait, rien, parce que si je suis là, c'est justement parce que j'ai besoin d'aide, et que j'ai besoin que toi, le psy, tu me donnes la main, et que tu me lâches pas, et que tu m'aides à traverser les obstacles de ma vie, et que tu me montres un chemin, et que tu m'aides à frayer un passage au milieu de la forêt sombre dans laquelle je tente de me débattre. Moi, le patient, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accueilles, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras, au sens de Winnicott, c'est-à-dire au sens de la maman qui prend, enfin la maman, pardon, hein, parce que effectivement, ça c'est comment on dit, non pas un lapsus, une déformation de la psychologie traditionnelle, c'est toujours parler de la mère. Hein. Alors non, en tout cas qu'un parent prend un bébé dans ses bras, et quand on prend un bébé dans ses bras, on le prend avec un amour inconditionnel, c'est-à-dire que le bébé se sent porté, le bébé se sent sécurisé. Et moi, il me semble que la psychologie, elle est là, la psychologie d'aujourd'hui, la psychologie contemporaine, elle est là pour apporter une base de sécurité à son patient. Parce que c'est avec la sécurité que l'on va permettre à son patient de ressentir qu'on va retrouver les ressources pour faire réémerger quelque chose de soi. Je crois qu'il faut arrêter avec cette archéologie de la souffrance et passer définitivement à la psychologie des ressources. C'est un des premiers fondements que j'ai écrit dans ce livre. Le passé nous construit, bien évidemment, à tous les niveaux de notre vie. Oui, le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Et on ne peut pas passer notre vie à aller chercher dans les traumatismes d'enfance, voire de la petite enfance, parce que finalement, quand on parle de passé, la première représentation qu'on a, c'est la petite enfance. Alors que le passé, c'était il y a 1 heure quand j'ai galéré dans ce parking de la Canebière. Mais Régis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a des places. Et oh là là, ça me trouble parce que j'aime beaucoup Régis. C'est mon patient, c'est normal, non? D'ailleurs, j'ai pas mal de mes patients, là, ça me trouble. Et donc, comment on fait pour sortir de ça et de considérer que le passé, c'est un passé sans cesse renouvelé? Et qu'en plus, ce que je trouve fascinant dans cette continuité à aller chercher, comme tu disais très bien, alors ok, alors maintenant je sais que si j'ai du mal à former un couple, si j'ai du mal à avoir des enfants, si j'ai du mal à être bien dans mon boulot, c'est parce que mon père, ma mère, mais t'as 50 ans, en fait, ça va quoi. Peut-être qu'on peut trouver une autre façon de mobiliser ses propres ressources, ses propres talents, ses propres victoires, ses propres possibilités, son propre élan vital pour aller chercher quelque chose qui nous nourrisse nous. Ok, on peut reconnaître que effectivement on a été marqué par tel ou tel passé. Ok, mais dans ce passé-là, il y a aussi des richesses. Et dans notre société judéo-chrétienne, on dit souvent, de toute façon, on doit tous porter notre croix. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas la poser, cette croix, et regarder si par hasard, il n'y aurait pas des pierres précieuses? Parce que dans le passé, il y a des ressources. Dans le passé, il y a des victoires. Dans le passé, il y a des compétences, il y a des talents. On a fait des tas de choses incroyables dans notre passé. On a mobilisé des qualités, on a traversé des obstacles, on a surmonté des difficultés. C'est à ça aussi le passé. Aller en extraire ce qui va nous aider aujourd'hui à vivre la vie qui est la nôtre, et à faire des choix. Parce que ce qui me gêne beaucoup aussi dans cette psychologie trop traditionnelle, une fois encore, je ne nie pas l'importance du passé et tout ce que le passé peut nous apporter. Mais ce qui m'agace, je crois, et qui me met en colère, c'est finalement, est-ce que ça ne nous empêche pas d'être libres? Si on considère que c'est toujours la faute de notre passé, la faute de nos parents, la faute de notre vie de merde, la faute de la mort d'un enfant qu'on n'arrive pas à vivre. Enfin, pardon, ça me fait monter les yeux tout de suite de dire ça, mais quels que soient les drames les plus invraisemblables qu'on ait vécus,
si on considère qu'on est en permanence dépendant de cette souffrance-là, qu'est-ce qu'on fait de notre vie d'aujourd'hui? On ne peut pas vivre. On ne peut plus vivre. Et on est dans ce rapport affectif constant, cette dépendance. Alors en psychologie, parce qu'il faut bien que j'ai l'air un peu chic, en psychologie ça s'appelle un fonctionnement externaliste, c'est-à-dire de toujours attribuer à l'extérieur les causes. Si je me suis engueulée avec toi, c'est parce que tu m'as dit ça. Si ça va pas, c'est à cause de tel événement. Si je suis malheureuse, c'est à cause de mon patron, du temps qu'il fait, du train qui est arrivé en retard, enfin, Dieu sait quoi. C'est toujours à l'extérieur que ça se joue. Et que je crois que c'est très important de revenir à soi et de revenir aussi à quels sont les leviers sur lesquels je peux m'appuyer pour, quelles que soient mes souffrances, quelles que soient mes difficultés, quel que soit mon passé cabossé, quels sont un peu... je ne sais pas pourquoi c'est une image de Mary Poppins qui me vient, mais enfin ceux qui me connaissent comprendront pourquoi, mais il me semble qu'à un moment, Mary Poppins, dans le premier, hein, le vrai, l'original, quand Mary Poppins se balade avec Burt dans le jardin enchanté, là, à un moment, elle marche pour traverser la rivière. C'est drôle, j'ai jamais raconté ça. Ça m'est jamais venu. Elle marche sur le dos des carapaces de tortues. Et ben, je pense que finalement, nous les psys, on est des carapaces de tortues. C'est-à-dire qu'on doit aider les gens à passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont sur une rive, ça va pas. Et ben notre job, c'est de les aider, quels que soient les remous, à passer de l'autre côté. Tu vois, à trouver des appuis. Et ces appuis, ils les ont en eux. Et puis, moi, je trouve que la psychologie doit être une psychologie... Enfin bon, après, je m'arrête de parler, je te relaisse la parole, parce que sinon, je peux parler comme ça pendant des heures. Mais la psychologie doit être une psychologie vivante. Ça doit être une psychologie dynamique, une psychologie proactive. Là, je croise le regard de Christine, et j'ai des images de ma rencontre avec Christine très... voilà, elle aussi, très présente au moment où je parle. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que c'est une psychologie qui se co-construit. C'est pas... On ne laisse pas le patient tout seul à se débrouiller avec ses galères et à le regarder comme ça. Bah, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Non, c'est comment on fait ensemble avec les ressources du patient, avec la souffrance du patient, avec ce qu'apporte le patient. Et mes ressources de psy, parce que à quoi ça sert de faire des études pendant des années et des années pour dire non, enfin, c'est fastoche. Enfin, il y a quelque chose pour moi là qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que moi, je dois utiliser mes ressources de psy, mes connaissances, mes compétences, pour faire une espèce de... Bon, c'est pas très joli comme mot, alors évidemment, c'est moins chic, c'est moins intellectuel hein, que la psychologie du 19e ou du début du 20e, mais pour faire une espèce de mayonnaise. C'est la mayonnaise qui n'est pas très chic, hein. Il y a sûrement une façon beaucoup plus chic de dire les choses. Mais je m'en fiche, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une psychologie qui soit une psychologie du lien, une psychologie... Oui, mais alors du bricolage organisé justement, parce que c'est pas du bricolage vraiment, c'est de l'assemblage. C'est-à-dire comment on assemble quelque chose qui redevient solide avec les fracas de l'un et ses ressources. Et puis la vulnérabilité et la peur du psy, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les psys ils ont peur, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'étais stressée, mais quand on rencontre un patient, enfin, je suis sûre que Coralie, Valentina, Audrey, qui sont là, seront bien d'accord avec moi, quand on voit un patient, on a la trouille, on rencontre quelqu'un, une vie humaine, c'est incroyable une vie humaine, c'est très touchant. Et nous, on est là, on est des petites choses, nous aussi, les psys, on est juste des êtres humains avec nos propres vulnérabilités, nos propres vies, nos propres difficultés, notre propre sentiment d'incompétence et cet enjeu. Et c'est aussi, alors je passe, et je vais te redonner la parole tout de suite, hein, mais c'est l'enjeu aussi de la psychologie d'aujourd'hui, il me semble, enfin non, il me semble pas, je suis absolument certaine, c'est l'engagement. Tu vois, c'est-à-dire que à partir du moment où tu t'engages pour un patient, tu ne peux pas ne pas avoir peur. S'engager, c'est se dire, voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on va ensemble trouver les moyens que toi, tu ailles mieux. Et je ne te lâcherai pas tant qu'on ne sera pas arrivé. Et ça veut dire, ça ne veut pas dire que je vais te garder forcément avec moi ou que je suis un psy tout puissant et que je peux tout résoudre, mais ça veut dire que non, que si je n'y arrive pas, j'aurai aussi cette possibilité de chercher avec toi, mon patient, ce qui pourra te convenir, que ça soit un autre psy, que ça soit une thérapie alternative, que ça soit
aller partir en voyage ou aller marcher ou monter à la Sainte-Victoire, peu importe. Comment on va trouver des idées ensemble? Comment on va être créatif? Je crois que quand la psychologie, elle doit être créative et elle doit trouver en permanence des alternatives. Et jamais lâcher ça. Donc oui, nous aussi on a peur et cette peur, elle est mobilisatrice. Et en fait, je suis partie sur la peur, je réatterris sur la peur. Merci la vie, merci à toi et c'est à toi. On se refile les peurs. Non, ça y est, moi j'ai plus peur là. Alors, quand je t'entends parler du passé, évidemment, moi je parle avec mon prisme de maman qui a perdu sa fille. Et donc, chaque fois, ce qui me frappe, c'est que tout ce que tu décris est comme exacerbé dans le cas des parents qui ont perdu un enfant, mais de même nature. C'est-à-dire que par rapport à ce passé, finalement, quand j'ai perdu ma fille, on a l'impression que c'est presque l'excuse de tous nos maux. Donc, ça va pas au boulot, ça va pas dans le couple, ben voilà, c'est notre enfant. Ce qui est pas vrai, parce qu'il y a des mots bien antérieurs, mais c'est encore plus une sorte de porte qui se ferme sur la vie et qui nous réduit à ce malheur, qui à la fois est une chance et une malchance. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que Mais c'est-à-dire quand tu dis chance, ça fait un... Voilà, je le dis volontairement parce que je l'ai vécu et c'est un peu provocateur. Je dis une malchance, évidemment, parce que ça nous enferme et ça nous donne ce prétexte à pas être heureux, cette excuse vraiment valable, légitime à pas être heureux et à se dire qu'on ne pourra plus jamais l'être. Et en même temps, ça nous oblige à trouver des ressources. C'est ça qui est ambivalent. À la fois, ça nous enferme dans ce passé et on ne peut plus continuer à faire ce que tu décrivais parce que pour arriver à vivre, il faut en sortir. Donc c'est vraiment ça que je trouve de fort. C'est-à-dire que la culpabilité que j'avais eue en venant te voir, d'oser avouer que j'étais pas forcément heureuse en ayant tout pour l'être, là, pour le coup, j'avais la méga excuse de ne pas l'être. Et en même temps, c'est là que j'ai bougé. Ce qui est fou. Non, mais c'est la vie. Tu vois, tu dis c'est fou et c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, fou, folie, qu'est-ce que c'est folie? La folie, c'est l'excès de normalité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort du cadre. Et bien sûr, la mort d'un enfant, c'est ô combien quelque chose qui sort du cadre parce que c'est pas normal au sens de la norme de la vie. Et finalement, c'est aussi ça qui fait qu'il y a quelque chose qui peut se mobiliser et que la psychologie doit justement entraîner à mobiliser. Certaines familles qui vivent des drames comme celui-là ou d'autres, hein, d'ailleurs, des fracas de vie, des moments qui viennent complètement fracasser vraiment l'existence, l'interrompre, quelle que soit la difficulté, la difficulté, la mort. Je crois que, en fait, s'entraîner à retrouver de la vie finalement, c'est le remède au mot MAUX de la vie. C'est comment on fait pour refaire partir la vie, comment on fait pour retrouver le vivant en soi, parce que on peut mais je vais me décaler parce que finalement si je parle trop de la mort d'un enfant et ta fille, je vais moi-même avoir plus de mal. Donc même si je peux en parler, bien sûr tu le sais, mais bon, là tout de suite je ne vais pas y arriver. Donc je vais me décaler et parler par exemple de la douleur. Quand on a très mal quelque part, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus superficiel, quand on a très mal aux dents par exemple, eh bien on peut être complètement polarisé et devenir ce mal de dents. On pense mal de dents, on vit mal de dents, on ne voit qu'à travers le prisme du mal de dents, plus rien ne semble pouvoir exister autour de ce mal de dents. Et tu vois, c'est aussi ça l'apport formidable de la méditation de pleine conscience, de cet entraînement à la pleine présence, c'est-à-dire de considérer que oui, le mal de dents est là, oui, ça me fait souffrir, oui, c'est douloureux, oui, c'est insupportable, oui, ça me prend la tête au sens propre comme au sens figuré, mais à côté de mon mal de dents, est-ce que je peux me décaler un tout petit peu et est-ce que je peux aussi voir que c'est le printemps et que les arbres bourgeonnent,
que j'ai une amie qui vient m'appeler et que ça me fait tellement plaisir parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ses nouvelles, que je viens de faire un super déjeuner au soleil parce qu'il y a eu un vrai soleil aujourd'hui et que c'était tellement agréable sur ma peau. C'est-à-dire comment je peux aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre à distance et de verrouiller, surtout pas, parce que ça, si par exemple je vous dis tout de suite de ne pas penser à une souris verte, eh ben, vous êtes obligé d'y penser pour ne pas y penser. Mais essayez en vrai. Ne pensez pas à une souris verte. Eh ben, pour la mettre à distance, vous êtes obligé d'utiliser des tas de mécanismes cognitifs, c'est-à-dire de la pensée, pour mettre à distance la souris verte. Et toute cette énergie que vous allez mettre pour mettre à distance la souris verte, c'est de l'énergie qui n'est plus disponible pour vivre la vie qui est là. Parce qu'en fait, on est mobilisé pour mettre à distance la souris verte. Donc, mettre à distance le deuil, mettre à distance la souffrance, mettre à distance absolument se dire que la mauvaise compréhension de la psychologie positive autour de la pensée positive. Tu parlais de prophétie auto-créatrice, et là, la pensée positive, c'est la pensée auto-réalisatrice, de dire j'ai pas mal aux dents, 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 j'ai pas mal aux dents. Bon, en fait, quand vous avez vraiment mal aux dents, enfin, peut-être que pour certains de vous ça marche, mais c'est pas très efficace. En revanche, dire ok, j'ai mal aux dents, c'est insupportable. Ok, on est dimanche, je peux pas appeler mon dentiste et ça ne justifie quand même pas que j'aille aux urgences dentaires. Ok, je vais m'en occuper, mais je peux aussi laisser ce mal de dents pour ce qu'il est et tourner la tête vers autre chose. Je crois que c'est ça finalement la dynamique et l'énergie qui peut permettre de remettre de la vie dans la vie malgré les obstacles, les souffrances, les difficultés que l'on peut rencontrer. Sinon, on reste crispé sur ce qui nous fait souffrir. Comme tu le disais, on attribue toutes nos difficultés à cette cause-là parce que c'est assez facile, en tout cas au niveau du psychisme. C'est l'autoroute, je souffre parce que. Et puis, finalement aussi, quand on est crispé comme ça sur ce qui nous fait souffrir, on consomme notre énergie de vie et toute cette énergie qu'on ne peut plus activer pour vivre aussi autre chose autrement. Et je crois que c'est ça, ce besoin des gens, quelle que soit la souffrance ou la difficulté. En général, quand on va voir un psy, c'est pas qu'on est au mieux de sa forme. Donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu as tout pour être heureuse. Combien de fois je l'ai entendu en consultation ? C'est pas du tout marginal. C'est-à-dire avoir cette sensation que finalement, on a tout, on a un boulot, on a des enfants, on a un mari. Alors, on ne sait pas très bien où est-ce qu'il faut mettre des curseurs. C'est de plus avoir de mari qui serait pas mal, enfin, je sais pas. On a une belle maison, on a une piscine à débordement, enfin, pour les plus chanceux ou pas chanceux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, toutes les études sur le bonheur nous confirment que tout ça ne sert à rien. Si ça participe, à votre avis, les éléments de notre vie extérieure, c'est-à-dire le fait de gagner hyper bien sa vie, de se balader en jet privé, d'avoir un château en Espagne, la voiture rouge de Oui Oui, etc. Quel est le pourcentage dans notre propension à être heureux ? 5, 10, 20, 30, 40, 50% sur 100%, combien ? Allez-y, osez. 0,5. 0,5. Qui dit mieux ? 5. 5. 10. 5. 2. Moi, je peux pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, mais intuitivement. Combien ? 10%. Mais vous êtes forts, les Marseillais, hein. Parce que oui, vous avez raison, et en général, les proportions que les personnes proposent sont beaucoup plus élevées. Oui, tout ça ne compte que pour 10% dans notre sentiment de satisfaction de vie. Parce que bon, quand même, en psychologie, on ne parle pas de bonheur, c'est pas chic. En psychologie, on parle de sentiment de satisfaction de vie. C'est quand même, tu vois, bah oui, quand même, tout de suite. C'est ça que je suis contente de me contenter de ce que j'ai. Voilà. Mais c'est quand même incroyable. Donc 10%. Donc toute l'énergie qu'on met, tout le stress que ça nous procure, toutes les angoisses, pour 10%. Et puis, ce qui se passe au niveau du sentiment de satisfaction de vie, je vais dire le bonheur, hein, parce que ça va plus vite.
qui est quand même très injuste, tu vois, encore une injustice, mais la vie est injuste, le monde est injuste. Ça aussi, on peut se dire, c'est pas juste que ça soit injuste, ou accepter que ça soit injuste, qui n'empêche pas de se bagarrer pour pouvoir atténuer certaines injustices, et c'est important de le faire, mais la vie est injuste. Le bonheur est 50% génétique. On arrive au monde avec une chance sur 2 d'avoir plus de probabilité d'être heureux. Parce que il y a les petits et les gros porteurs de cette hormone dite du bonheur, mais ce sont des immenses raccourcis, qui est la sérotonine, qui est une hormone qui permet de nous sentir bien, de nous sentir apaisés, de nous sentir en sécurité. Et en fait, il y a les gros et les petits porteurs de sérotonine, c'est-à-dire que soit on reçoit par notre chimie interne génétique de la sérotonine à grand flot, à gros bouillon, soit effectivement on a des filets de sérotonine et il faut qu'on pédale plus vite pour activer la sérotonine dans notre cerveau et dans notre cœur. Donc 50%. On ne peut rien y faire. Et qui va aussi avec la propension d'être plus ou moins optimiste. L'optimisme, qu'on résume facilement avec voir le verre à moitié plat ou à moitié vide, mais qui est à peu près ça en psychologie, c'est l'orientation positive de l'attention. Est-ce que je décide, est-ce que je choisis de porter mon attention sur ce qui fonctionne, ou est-ce que effectivement je porte systématiquement, automatiquement et constamment mon attention sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui me fait souffrir, sur ce qui me fait du mal, etc. Donc, l'optimisme est aussi totalement génétique et ça va avec ces 50%. On n'y peut rien. 50%, 10%. Ça se travaille Donc, pas pardon ? L'optimisme, ça se travaille pas? Si, justement. La bonne nouvelle, c'est que finalement, on en est à 60%, il reste 40%. Et bien 40%, c'est notre capacité à nous engager pour ce qui nous fait du bien. Donc il nous reste 40% pour effectivement entraîner notre optimisme, ça s'entraîne absolument, pour nous entraîner justement à porter notre attention, et c'est exactement ça l'optimisme, sur ce que j'ai souvent appelé les petits B, les petits bonheurs et la boîte à soleil, et comment on fait pour effectivement rassembler et capturer toutes les petites choses, pas forcément les grandes victoires qui ne vont jamais nous passer inaperçues, mais toutes ces petites victoires, ces petits bonheurs du quotidien, comment on fait pour les capturer, pour les conserver, pour les avoir toujours à disposition. Donc l'engagement, c'est l'engagement pour ses valeurs, pour ce qui compte pour nous, pour ce qui nous fait du bien, pour comment on peut s'entraîner à se sentir mieux, comment on peut s'entraîner à renouer avec nos qualités intimes. Si par exemple je vous demande là, et je ne vous demanderai pas, pas de stress, je sens tout d'un coup le stress qui monte, non, mais juste pour vous, d'évoquer 5 qualités qui sont les vôtres. Eh bien, c'est pas si simple. Sauf si on a déjà travaillé sur ce genre de choses. Bien évidemment, si vous vous êtes entraîné par la force des choses, comment dire, oui. Et justement, mais tant mieux, c'est une bonne. On a eu besoin de mais, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ça prouve bien que ça s'entraîne et que quand on est entraîné, on va pouvoir beaucoup plus rapidement se connecter à nos qualités, nos compétences, nos fiertés, que quand on n'est pas entraîné. Ou c'est parce que et je te redonne tout de suite la parole après parce que sinon on va jamais, on va passer la soirée ensemble. Mais le dernier mot que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est qu'en fait on est programmé comme les hommes préhistoriques. On est à Marseille le 2 mars 2019 et notre cerveau fonctionne comme les hommes de la préhistoire. C'est-à-dire qu'on voit d'abord ce qui va mal. On voit d'abord ce qui dysfonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est notre amygdale, qui est cette petite zone du cerveau, au fin fond de notre cerveau le plus archaïque, qui est le cerveau dans lequel... Pardon ? Qui est le cerveau dans lequel va s'activer en premier lieu la peur, qui va se déclencher dans toutes les situations de nos vies, comme si notre survie en dépendait. Parce qu'effectivement, à la préhistoire, il fallait être en alerte permanente pour s'assurer qu'il n'y avait pas un prédateur, un problème, quelque chose qui arrivait. Et on est toujours comme ça. Et quelquefois, on entend des personnes qui disent « Ah, mais toi, de toute façon, tu vois toujours tout en noir. » Mais pas du tout. On voit tous, d'abord, les choses en noir et les trains en retard. Et donc, ça demande un effort, une attention particulière
pour voir les choses qui fonctionnent. Et c'est pour ça que ça s'entraîne. Parce que spontanément, naturellement, on est équipé pour voir d'abord ce qui ne va pas. Et donc c'est à la psychologie de nous entraîner, à nous permettre de renouer à ce qui fonctionne, à ce qui va bien, et ce qui va finalement pouvoir permettre de déclencher ce cercle vertueux qui donnera à l'énergie de vie, à la roue de la vie, de nouveau tous ses droits. Et une fois encore, sans jamais oublier, en tout cas pour la mort d'un enfant, ce qui nous a fait souffrir, mais on ne peut pas oublier l'amour. Je crois que dans ce cas particulier, le lien d'amour existe toujours. Et ce lien-là, moi je me souviens d'un drame que j'ai vécu en consultation, je crois que je le raconte dans ce livre, mais je ne sais plus très bien, d'un petit garçon qui arrive en larmes, enfin la maman m'appelle, ma journée était pleine de consultations, bien sûr j'ai rencontré cet enfant qui avait une dizaine d'années, qui était en larmes, parce que la veille au soir, il avait regardé un film à la télé tranquillement avec son papa et sa maman, et il est allé se coucher, bisous, etc. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, son papa, qui était jeune, qui avait une quarantaine d'années, était mort d'une rupture d'anévrisme soudaine. Et cet enfant a été débordé de tristesse en face de moi. Et qu'est-ce que je vais lui dire Et j'étais complètement, ça me donne la chair de poule d'en parler, j'étais complètement dénudée moi-même. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant en larmes qui vient de perdre son papa dans la nuit? Qu'est-ce que je peux trouver? Ah mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux. Enfin, je ne savais plus du tout quoi faire, mais vraiment plus du tout. Et j'ai plongé dans mes propres ressources en me disant, il faut que je retrouve dans mon corps une issue pour aider cet enfant. Et la seule chose que j'ai pu partager avec lui, c'est de lui parler d'amour en fait. Et de lui dire que, ça me touche encore d'en parler aujourd'hui, de lui dire que, au fond de lui, l'amour de son papa était toujours là. Et que c'était un trésor qu'il aurait pour la vie. Et qu'il pourrait toujours s'y relier, quelles que soient les difficultés de son existence, quelle que soit la vie qui allait être la sienne. Et que tous les moments qu'il avait partagés, tous les câlins qu'ils avaient pu avoir ensemble, tous les souvenirs heureux, parce que dans le passé aussi, il y a les souvenirs heureux, il y a tous ces souvenirs qu'on peut évoquer de moments d'amour, de moments de bonheur, de moments de joie, de moments de sérénité. Tous ces moments-là qu'il avait vécu avec son papa, la mort ne l'avait pas emporté. Et que c'était un trésor au fond de lui qu'il aurait toujours. Et au milieu de ces larmes et de ces comment on dit, de ces bouquets, sanglots, oui, mais c'était le côté comme ça. Oui, enfin, voilà, vous avez compris en tout cas. Je me souviens de cet enfant qui avait juste simplement soulevé un sourcil vers moi et remis à pleurer instantanément, bien évidemment. Mais j'ai senti, une fois encore avec mon corps, parce qu'en psychologie, notre corps de psy doit être une antenne. C'est dans notre corps qu'on sent le moment juste, qu'on sent la parole juste, qu'on sent ce qui est en train de se jouer avec quelqu'un en face de nous. Tu vois, moi, j'ai la chance, ou je peux travailler, ou je sais pas, mais toi, quand il se passe quelque chose d'important en consultation, j'ai la chair de poule. Donc je sais qu'à cet instant-là, il se joue quelque chose que je dois capter, que je dois saisir, et qui est important pour mon patient, qui est important pour notre rencontre. Et j'ai senti, donc vraiment dans mon corps avec cet enfant, je ne sais plus comment il s'appelle en vrai, parce que je sais que je l'ai appelé Mathieu, mais je ne sais pas si c'est son vrai prénom ou pas, qu'il y avait juste un petit éclat de quelque chose, tu vois, je ne peux pas dire de quoi. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai raconté cette histoire des années après, il y a maintenant quelques années, et que ce Mathieu, s'appelle-t-il Mathieu, je ne sais plus, doit avoir maintenant 30 ans, une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, et par la magie, parce qu'il y a aussi une magie sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le côté sombre et compliqué et rédhibitoire des réseaux sociaux. Sa maman m'a contactée en me disant, c'est incroyable, vous avez parlé de ce moment-là, et je m'en souviens très bien, et mon fils s'en souvient très bien, et il m'en parle souvent, et aujourd'hui souvent il me parle de ce trésor au fond de lui, de l'amour de son papa. Et c'est pas du tout un exploit qui me concerne, c'est la magie de l'amour qui fait son chemin. Et je crois que c'est ça finalement qui est important dans toutes les situations de la vie.
et en particulier en psychologie, et pourtant c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis à distance dans nos métiers, c'est l'amour qui guérit, et c'est l'amour inconditionnel que l'on porte à nos patients, et l'amour inconditionnel, c'est se sentir profondément concerné par l'autre, et c'est la personne ressource, et on a parfois rencontré dans nos vies, ou pas, quelqu'un qui, enfin, croyait en nous, portait ce regard d'amour, un prof, un adulte, un parent, un ami, quelqu'un qui nous permettait de renouer avec cette confiance fondamentale en soi. Puisque tu parles de l'amour, l'amour c'est un thème qui est important dans le livre et qui ne va pas de soi en psychologie traditionnelle, puisque l'injonction c'est plutôt la neutralité bienveillante ou la distance. Moi j'ai connu des psychologues qui étaient très froids finalement et assez glaçants d'ailleurs. Ce que tu dis dans le livre c'est est-ce qu'on peut aimer son patient et tu réponds non seulement on peut mais on doit. Et ça tu m'avais expliqué un jour que c'était le suivi des enfants précoces, ces enfants qui testent, ces enfants qui justement de par leur intelligence et leur différence voient venir le psychologue de très loin et s'enferment dans des tours dans des combinatoires. Et comment tu casses ces combinatoires, ces résistances par l'amour. Et finalement, là aussi, ça parlera aux nombreux parents dans la salle. J'ai vraiment le sentiment que la seule chose qui aide à vivre après l'impensable, c'est l'amour. Et comment on en fait une thérapie ou un apprentissage, ou comment on ose l'affirmer en tant que psychologue, là où, dans les idées reçues, c'est plutôt il faut s'en méfier, il faut marquer de la distance, plutôt que se prendre dans les bras ou prendre un enfant sur ses genoux, comme tu en parles dans le livre. C'est toujours très à la fois délicat et important de parler d'amour en psychologie, mais ça ne se décrète pas l'amour, ça ne se décide pas, ça ne vient pas du mental. L'amour, c'est une façon d'être, une façon de ressentir. Toi, je croise des regards de personnes que j'ai vues en consultation, mais je les aime profondément. Je me sens profondément concernée par ce qu'ils sont, par qui ils sont, par ce qu'ils vivent. Que ça soit un enfant de 5 ans ou un adulte de 85 ans, c'est vraiment une façon d'être avec l'autre, l'amour. Une fois encore, je ne dis pas « hop, 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 vous savez quoi, moi je vais vous aimer ». Non, ça ne fonctionne pas. C'est être là dans toute son humilité, toute sa propre vulnérabilité. Et puis oui, effectivement, après quelquefois, parce que quand je dis prendre un patient dans ses bras, la psychologie traditionnelle hurle, se hérisse en disant mais comment on ne touche pas ses patients. Bon, d'ailleurs, pourquoi en fait finalement parce qu'aujourd'hui on ne parle que de psychologie scientifique, mais qui a fait des études avec des statistiques pour expliquer qu'il ne faut pas prendre un patient dans ses bras parce que ça va avoir un effet délétère et qu'on nous explique avec des grandes théories quels effets absolument très pathologisants ça peut avoir de prendre un patient dans ses bras. Pour l'instant, on n'a pas d'études. Alors, moi, je me glisse là-dedans, hein, parce que après les études, c'est l'inverse. Mais bien sûr, toutes les études disent. Alors, mais c'est vrai. Alors, en même temps, après, on va dire oui, mais il faut une distance avec son patient. On ne peut pas être en lien affectif avec son patient. Mais ok, mais moi, je suis pas pareil avec mon mari, avec Audrey, avec Coralie, avec toi, avec Christine, avec Virginie, avec Régis, avec vous. Enfin, mais bien sûr. Il ne s'agit pas d'aimer son patient comme on aime son enfant, comme on aime ses amis, comme on aime son mari ou sa femme, ou son chien d'ailleurs, ou son chat, parce qu'il peut y avoir des liens d'amour si forts. Mais bien sûr, mais il n'en reste pas moins que c'est de l'amour. Et prendre un patient dans ses bras, ça peut être aussi au sens figuré, prendre un patient dans ses bras, c'est quelquefois être vraiment dans une qualité de présence qui fabrique une espèce d'édredon, de couette, de coton un peu doux dans lequel le patient peut enfin se poser, un truc un peu moelleux, tu vois, pas un truc comme tu disais, froid, dans lequel on se sent seul et tu vois, qui est piquant, mais quelque chose de doux, de douillet, de chaud. C'est ça aussi prendre un patient dans ses bras, c'est finalement un peu faire comme Barba Papa, tu vois, être dans une espèce d'extension
d'être là comme ça. Et puis ça peut être quelquefois, moi ça m'arrive vraiment un enfant qui est hyper agité, avec des parents qui sont épuisés, qui hurlent pendant la consultation, tais-toi, touche pas, assieds-toi, bouge plus, et de prendre vraiment en considération pour ce qu'il est, un enfant qui finalement, s'il est comme ça, il y est pour rien, et lui aussi il souffre de ça, et puis de l'asseoir sur mes genoux, et oui, de lui caresser le dos et de lui parler à l'oreille, et ben oui, je le fais. Et je crois que c'est plutôt bien, d'une façon générale. Mais il ne faut pas le faire pour... J'étais en apnée. Il ne faut pas le faire pour le faire, il faut le faire parce qu'on le sent et parce que c'est juste à ce moment-là. Il y a des patients qui, à l'inverse, pour lesquels il faut avoir une espèce de... Je pourrais dire de... Oui, de retenue. Je ne sais pas qui a dit retenue, mais c'est exactement bon, merci. De retenue et puis même de... par exemple, j'ai un patient, j'en parle dans le livre, il m'insupporte. Et d'ailleurs, l'autre jour, il sait très bien si c'est reconnu, évidemment. Il m'a dit, bon, allez, maintenant je vais essayer que vous m'aimiez, parce que vous dites toujours d'amour et moi, vous ne m'aimez pas. Et qui passe son temps à se plaindre. À se plaindre, à se plaindre, et à se plaindre, et encore se plaindre, et toujours se plaindre. Et au bout d'un moment, ça m'horripile. Je lui dis, mais moi, ça ne me touche pas, les plaintes. Et c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Il est là pour se plaindre. Il me paye, quand même. Non, mais c'est quand même, faut bien le dire. Il me paye pour se plaindre, et moi, je l'engueule par lui dire que j'en peux plus de sa plainte, que ça ne me touche pas, que je m'en fous. Et ben, c'est comme ça que petit à petit, il a arrêté de se plaindre, en fait. Parce que la plainte, c'est comme un doudou, c'est comme un objet transitionnel, c'est s'il te plaît, c'est d'avoir aie pitié de moi. Je crois un peu à l'église. Aie pitié de moi. Non, ben moi, j'ai pas pitié. Qu'ils se prennent un peu en main, je veux dire, effectivement, je veux dire. Et chaque fois qu'on essaye, j'essaie quelque chose avec lui, ah gna gna gna, mais vous comprenez bien que je peux pas, et ben merde, si. On peut aussi. J'ai vu l'autre jour un dessin humoristique. Il y a 48 heures que j'ai montré à Alain, que j'adore, alors, qui est un peu provocateur, hein, mais je vais conclure cette séquence là-dessus, qui est une personne qui a l'air de venir voir un psy et qui lui dit mais qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Et la personne en face lui dit prendre une décision. Alors, la transition est parfaite, je voulais parler de choix. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est synchro, Nathalie, c'est magnifique. Magnifique. Dans l'expérience d'accompagnement des parents qui ont perdu leur enfant, revient souvent le sentiment de victimisation, d'injustice. On est forcément victime de la pire des injustices. Mais c'est vrai. Pourquoi nous? Et c'est vrai. Et au début, ça fait du bien qu'on nous plaide. Bien sûr. Et on attend ça. Et on refuse et on nie même la souffrance des autres. Des grands-parents, des cousins, des proches, en disant mais c'est pas toi qui as perdu ton enfant. Moi je souffre plus. Donc, il y a ce besoin extrême de se victimiser, d'être plaint. Et... Puis ça, dans un premier temps, certainement c'est utile et ça fait du bien. Mais c'est essentiel même, c'est essentiel ce moment, c'est comme toutes les étapes, c'est-à-dire c'est essentiel qu'il y ait un moment où on puisse être regardé comme la personne la plus importante du monde, la personne qui souffre le plus au monde. Parce qu'au moment où on le vit, c'est comme ça qu'on le vit. Et c'est infiniment respectable. Et on ne peut à aucun moment, c'est comme ce petit Mathieu qui était en larmes, à aucun moment on ne peut porter un autre regard qu'un regard de oui, bien sûr, tu es la souffrance et tu es la plus grande souffrance du monde à cet instant, juste maintenant. Et c'est d'ailleurs une des souffrances du vécu hospitalier, où forcément on ne se sent jamais assez considéré quand on vit la fin de vie de son enfant, parce qu'on aimerait que le personnel soignant s'arrête, soit tous autour de nous, ou qu'ils aient le sentiment que c'est dans cette chambre-là qui se joue la chose la plus importante de tout l'étage, et forcément on est chaque fois renvoyé à l'idée qu'on est un plus, presque plus important, puisque c'est joué, qu'il n'y a plus rien à faire, et que la priorité elle est sur les vies à sauver et plus celle qui va partir. Donc ça c'est vraiment un sentiment fort qui est certainement utile au début, mais qui est piégeant
avec le temps. Parce qu'avec le temps, ce statut de victime qui nous a fait du bien à un moment donné, nous coupe des ressources du choix de vivre après. C'est-à-dire pour moi, c'est pas, on n'a pas choisi de vivre ce malheur, mais on doit pouvoir choisir la façon dont on vit avec après. Et refaire la place au choix dans une vie où on a l'impression d'avoir été totalement dépossédé de tout contrôle de sa propre vie, évidemment, de celle de son enfant. Cette notion de choix dont tu parles dans le livre me paraît fondamentale. Passer du pourquoi à laquelle, question à laquelle on n'a absolument pas la réponse, parce que si on cherche le pourquoi on a perdu son enfant, on va se culpabiliser, ça c'est certain, mais on ne va jamais avoir de réponse. Passer du pourquoi au comment. Comment je vis avec, quel sens je lui donne et comment on peut aider les personnes, alors évidemment qui ont vécu ces épreuves, mais pas que ça, à retrouver le contrôle et pas être toujours dans cette idée qui revient souvent chez nous, je m'englobe, de toute façon on n'a pas le choix, voilà, il faut continuer parce qu'on a un autre enfant, parce qu'on a un mari, parce qu'on a un travail, parce qu'on est jeune. J'ai même des parents qui me disent j'ai encore au moins 40 ans à vivre, c'est terrible parce que j'ai 40 ans à attendre de rejoindre mon enfant. Et donc finalement ils ne sont plus dans la vie, ils sont dans cette espèce de survie que tu dis, qui est très différent de la vie, et surtout du sentiment d'être maître, d'être acteur de sa vie. Et tu parles de co-construction, comment avec le psychologue, on aide le patient à retrouver une forme de contrôle de sa vie et à de nouveau investir la vie et pas juste la survie. Alors c'est assez étonnant parce que quand et tu l'as prononcé 2 fois, quand tu dis contrôle, je sens les poils des bras de Audrey qui se hérissent, les poils de bras de Coralie et les poils de bras de Alain. Parce que justement, il ne s'agit pas de contrôler. Donc merci d'avoir utilisé ce mot. Il ne s'agit pas de tu vois, c'est vraiment formidable que tu dis ça. Parce que oui, il faut pouvoir avoir le choix de la vie plutôt que le choix de la survie à tout prix, qui devient une espèce de parcours de douleur finalement, de chemin de croix. Décidément, je suis avec les croix aujourd'hui. Le chemin de souffrance en tout cas, dont on a du mal à voir la fin, et comme si la mort viendrait pour soi enfin nous libérer de cette souffrance. Mais choisir, c'est pas contrôler. Choisir, c'est plutôt se libérer. Choisir, c'est accepter le malheur et la souffrance, et accepter, c'est pas se résigner, c'est pas se dire bon ben ok, ça m'est arrivé et hop hop hop, je vais passer à autre chose. Bien sûr que non. Accepter, c'est inscrire cette mort, ce malheur, cette souffrance, cette maladie en soi comme nous appartenons. Et dans le cas de la mort d'un enfant, c'est inscrire cet amour pour toujours au creux de soi, au fond de soi. Parce que, je vais revenir au contrôle bien sûr, mais le piège, quelquefois, quand on a vécu un drame pareil, c'est on a peur d'oublier. On a peur d'oublier son enfant. On a peur que si on se mettait tout d'un coup à rire, tout d'un coup à exploser de joie, tout d'un coup à aimer un autre enfant, ou à être enceinte d'un autre enfant, ou à vivre une histoire d'amour formidable, ou faire un voyage merveilleux, on abandonnait son enfant. Il y a quelque chose, quelquefois, en tout cas pour l'avoir vécu et dans mon expérience professionnelle, dans ces cas si particuliers, et que certains parents ou certaines personnes qui ont perdu, parce qu'on on parle de la mort d'un enfant, mais ça peut être la mort d'un conjoint, la mort de quelqu'un de très proche, c'est comme si on ne pouvait plus s'autoriser à vivre, parce que si on se mettait à vivre, alors on oublie la personne et qu'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas se donner ce droit-là. Or, l'amour, c'est de la vie. Et c'est l'amour qu'on doit conserver pour toujours, mais pas le côté mortifère de l'amour et du lien, mais le côté vivant, ce côté vivant du lien, ce côté qui nous permet de vivre notre vie tout en restant profondément attaché à l'amour. Et plus on va vivre, plus l'amour pour le mort, enfin c'est étrange de dire ça comme ça, mais va grandir, il ne va pas s'amenuiser. Et
et c'est contre-intuitif ça. On a l'impression que si on ne passe pas de temps à y penser et si on ne s'oblige pas à rester dans la souffrance et si aussi par hasard on s'autorisait à être heureux, comment s'autoriser à être heureux alors qu'on a vécu la mort? Eh bien, s'autoriser à être heureux, c'est donner encore plus de place à l'amour que l'on a vécu avec la personne disparue. Mais c'est vrai que c'est très contre-intuitif. On a cette sensation qu'il faut rester dans cette mélancolie et dans ce souvenir, et que si on n'entretient pas ce souvenir, alors la personne morte va être vraiment morte. C'est juste le contraire. Et je crois que dans des situations plus banales de la vie, et bien sûr elles sont beaucoup plus nombreuses statistiquement, même si les statistiques on s'en fiche quand on souffre, mais c'est pareil, c'est-à-dire que se souvenir en permanence du passé, se souvenir en permanence, on revient à cette psychologie du passé, se souvenir en permanence à ce qui nous a fait souffrir, avec ces formes de conflits de loyauté, quelquefois invraisemblable de ne pas s'autoriser à, par exemple, avoir un métier qui soit plus élevé que celui de nos propres parents, ou d'être plus heureux que quelqu'un qu'on a profondément aimé et qui lui est en difficulté. On a tous des conflits invisibles. J'aime beaucoup le livre, par exemple, que je vous encourage très chaleureusement à lire, de Delphine de Vigan, qui s'appelle Les loyautés, et qui ne parle que de ça, de ces loyautés invisibles. Et on est tous soumis à ces loyautés invisibles. Et c'est important d'aller les dénicher aussi, parce que quelquefois, et tu vois, là c'est important de désamorcer ces pièges de la loyauté. Parce que sinon on ne s'en sort pas. Et la loyauté avec une souffrance, c'est d'accepter qu'on l'ait vécu. Et la loyauté par rapport à un enfant mort, c'est la loyauté de l'amour. C'est celle-là qui compte. C'est celle-là qui fait sens. Et c'est celle-là, je crois, qui peut nous accompagner à être vivants et à accepter à bras ouverts la vie qui est là, parce que c'est en étant dans la vie qu'on honore la personne qui est morte, je crois. Alors c'est vraiment en tout cas l'un des enjeux du Point Rose, c'est d'accompagner les parents sur ce chemin du lien qui n'est pas que mortifère, qui n'est pas qu'un souvenir du passé, c'est entretenir une relation vivante à l'enfant défunt à travers des expériences de vie belles, dans la palette de toutes les émotions de la vie, pour faire ressentir contre-intuitivement, comme tu le dis, que la présence d'amour de l'enfant est vivante et peut être totalement là dans ce que l'on va partager et vivre. Alors justement, ça me permet d'aborder ce sujet de la survie que moi j'écris en sur-vie. C'est-à-dire passer de la survie. Ah, j'ai oublié le contrôle. Non, mais parce que tu vois, la survie, tu vois, après, il ne faut pas être dans quelque chose de fake. Enfin, comment on dit en français? Oui, de surjouer, justement. Tu vois, c'est quand il y a des survies, ça m'a fait penser à contrôle, ça m'a fait penser à maîtrise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux. Tu vois, mais oui, mais quelquefois, c'est aussi une forme de piège. Et c'est pour ça que, dans le contrôle tout à l'heure, c'est ça qui m'a fait rester, qui m'a donné la chair de poule, c'est que c'est pas une question de se décider avec le mental, de se dire, allez, si j'ai avec ma volonté, avec ma décision, je vais maîtriser mon malheur. Ah, au fait, vous pouvez libérer la souris verte. Ça fait depuis longtemps. Donc, je vais maîtriser mon malheur, et puis je vais vivre, et je vais contrôler ce malheur pour pouvoir me donner cette possibilité de vivre. Non, parce que là, c'est beaucoup trop d'énergie, et c'est pas de l'énergie fluide, c'est de l'énergie, comment je pourrais dire, c'est de l'énergie, comment je peux dire, crispée. Mais c'est encore pas tout à fait le mot que je cherchais. Oui, forcé, tendu, stressé au sens de la définition à proprement parler du stress, hein, qui est cette tension. Tu vois, c'est recroquevillé presque. Tu vois, ça fait mal, c'est des tensions presque dans le corps. Parce que quand tu parles de maîtrise, tu reprends maîtrise, tout de suite on dit quoi? Tu vois. Alors que quand tu es fluide, c'est plus souple. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette image. Quand tu sais, cette phrase absolument magnifique.
Quand tu dis à quelqu'un qui est bien stressé, tu vois bien qu'il est dans le surcontrôle de tout le temps, qu'il lâche rien, qu'il a décidé de vivre comme ci ou comme ça, parce qu'il fallait pour des tas de raisons, qu'il s'est imposé, etc. Et puis il y a toujours, pardon, on est à Marseille, je peux le dire, un couillon qui te dit ah, mais ma chérie, lâche prise. Tchuss. Mais comment je fais, moi, justement, puisque ma difficulté, c'est de ne pas arriver à lâcher prise. Mais pourquoi? Parce que si je prends cette image, enfin, cette expérience du crayon, si je tiens très fort à ce crayon, pour des tas de raisons, je tiens très fort à ce crayon, donc je le tiens très fort. Qu'est-ce qui se passe si je lâche prise? Il tombe. Donc si on ne lâche pas prise, c'est bien qu'on est en contact avec des choses qui sont très importantes pour nous et qu'on n'a pas du tout envie que ça tombe, on n'a pas du tout envie que ça parte, on n'a pas du tout envie que ça s'éloigne. On n'a pas du tout envie, effectivement, que ça s'en aille. Donc on ne risque pas de lâcher prise. Mais c'est pas ça lâcher prise. C'est pas du tout ça lâcher prise. Qu'est-ce que c'est lâcher prise? Nathalie, me regarde pas avec tes grands... Ah, t'es trop jolie avec tes grands yeux. Oui, tu me regardes avec tes grands yeux de biche, là, ça me touche. C'est vrai, t'es tellement jolie. Qu'est-ce que c'est lâcher prise, pour ceux qui ne connaissent pas? Respirer un bon coup, non? C'est retourner la main. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est ok, ce stylo auquel je tiens tant, cette chose auquel je tiens tant et à laquelle je m'agrippe et que je ne veux pas lâcher prise, elle est toujours là. Je ne l'ai pas envoyée par terre, elle est toujours avec moi. Mais en ouvrant la main, je me suis ouvert d'autres possibilités. J'ai aussi dégagé d'autres chemins. J'ai aussi dégagé d'autres possibles. Et c'est ça, lâcher prise. Et c'est pour ça que, tu vois, ça m'a un peu donné la chair de poule, le contrôle. Parce que là, si on revient à la mort d'un enfant, eh ben, effectivement, l'enfant est toujours là, mais on peut partir sur d'autres chemins aussi. On a lâché prise en ouvrant. On a lâché prise en s'autorisant. On a lâché prise en acceptant, en accueillant. Alors, ce lâcher prise me paraît vraiment, fait beaucoup sens chez nous, parce que après la perte d'un enfant, on est dans un sentiment que on ne peut pas vivre pire, qu'on a perdu le plus cher, donc on est libéré de la peur de le perdre, parce qu'on a déjà perdu. Et qu'en même temps, en ayant perdu, on s'aperçoit qu'on n'a pas perdu, c'est comme le stylo, tu te retournes. Et que finalement, ça peut être, au bout de plusieurs mois, peut-être années d'accompagnement avec des psychothérapeutes qui nous accompagnent sur ce chemin-là, un vrai encouragement à lâcher prise, à oser être juste soi-même. Parce que de toute façon, on n'arrive pas à être quelqu'un d'autre. Dans la vie de tous les jours, on est toujours plein d'injonctions à être parfait, à être une bonne maman, un bon salarié, à se conformer à des exigences sociales qu'on s'est auto-imposées ou que la société nous renvoie. Face à une épreuve aussi dévastatrice, finalement, on n'a même plus la force de se contraindre, donc on est forcément ramené à soi. Et ça, c'est une formidable opportunité, comme tu le dis dans l'injonction de Nietzsche, deviens ce que tu es. Mais parce que c'est même pas un choix, c'est si on veut arriver à vivre, on ne peut que vivre en étant soi-même, profondément soi-même. Et c'est là que c'est une opportunité d'oser l'être, peut-être de ne pas avoir peur. Mais c'est vraiment cette notion aussi du courage d'être soi. Voilà. Et finalement, le malheur a ce revers, cette beauté cachée, comme le titre du film le dit, de nous permettre cette audace, ce courage, parce que de toute façon, c'est soit on choisit de mourir, même symboliquement, hein, sans se suicider, d'être juste l'ombre de soi-même, de continuer, mais sans être présent à soi-même, soit on fait le choix de la vie, et là, on n'a pas d'autre choix que d'être authentiquement soi-même. Et ça, je trouve que c'est tout le travail que tu mets en avant de la
psychothérapie, de ce que doit être cette nouvelle psychologie. Et en même temps, c'est aussi ça qui nous ramène à ce point commun, à tout ce qu'on partage, que l'épreuve peut amener aussi comme prise de conscience. Oui, mais le courage, tu vois, le courage, moi j'adore ce mot parce qu'on oublie beaucoup son étymologie. Et le courage, ça vient de cœur, bien sûr. Et que c'est finalement dans les émotions et dans ce qu'on ressent qu'on va pouvoir trouver cette capacité et cette ressource, merci, j'ai des souffleurs sur la droite, et cette ressource de vie qui reste en nous et que c'est pour ça que je tiens tellement à cette psychologie des ressources qui va au-delà de la psychologie positive qui quelquefois, enfin la psychologie positive c'est une psychologie formidable, c'est d'abord une psychologie scientifique et c'est une psychologie qui a pu étudier qu'est-ce qui faisait que qu'est-ce qui peut permettre qu'on aille bien et quels sont finalement les leviers qui nous permettent d'aller bien, donc qu'est-ce qui peut améliorer finalement notre vie, mais qui quelquefois se transforme en psychologie de cases à cocher et de programmes et d'injonctions, c'est-à-dire que comme tu le disais, il faut être parfait, mais maintenant aujourd'hui il faut être heureux en plus. C'est obligatoire parce qu'il y a quand même des tas de livres qui vous expliquent comment être heureux en 10 leçons, comment être heureux en 21 jours, comment faire pour être heureux en couple, comment être heureux au travail, comment être heureux avec ses enfants. Et donc on t'explique que premièrement, alors tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et que je trouve que là, c'est formidable que ça existe, la psychologie positive, mais il faut avoir cette capacité de prendre un peu de recul et de mettre en perspective pour que la psychologie positive soit un levier sur lequel on s'appuie, mais qui nous permet d'aller au-delà pour là encore l'intégrer, tu vois, c'est vraiment cette notion de psychologie intégrative, pour l'intégrer toujours dans une compréhension globale, holistique de l'ensemble des ressorts de notre personnalité, de notre humanité et de nos mécanismes psychologiques. Parce que sinon, c'est une psychologie qui peut être très culpabilisante. Et la psychologie des ressources, c'est cette psychologie justement qui va permettre de faire avec chacun et avec ce que chacun a en soi et au fond de soi, les ingrédients pour vivre la vie qui lui convient. Et pas une vie, tu vois, une vie avec, qui est dans un cadre, affiché sur un mur, là c'est ça. Ici, c'est le bonheur, c'est comme ça que ça doit être, et ça ne doit pas être autrement. Non, on a chacun notre tracé, on a chacun notre chemin, on a chacun, tu vois, nos grains de conscience et de vie qui vont fabriquer notre œuvre d'art. Tu vois, on est tous des œuvres d'art, et une œuvre d'art, par définition, c'est unique. C'est tous les mêmes ingrédients, c'est-à-dire ça part de la peinture ou de matériaux, si c'est de la sculpture ou du collage, mais ce sont les mêmes ingrédients, donc toi, par exemple comme la psychologie positive, mais au final, on est tous différents. Tu vois, c'est comme une œuvre d'art. Sinon, c'est pas une œuvre d'art, on est dans la reproduction. Et ça, c'est le risque de la psychologie positive mal comprise. Parce qu'une fois encore, la psychologie positive apporte énormément de choses importantes. Et donc, parce que j'ai pas perdu le fil curieusement, c'est que la psychologie des ressources, elle va aider en fonction de la personne qui est là, singulière, en intégrant ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle souhaite devenir, le contexte qui est le sien, ce qu'elle a vécu, ce que peut-être elle souhaiterait vivre, ce qu'a été son passé, ce qu'est son environnement aujourd'hui, quelles sont ses ressources cognitives de son intelligence, quelles sont ses ressources émotionnelles. Comment on fait avec tout ça pour nous, les psychologues et la psychologie au sens large du terme, parce que je ne veux pas le restreindre aux psychologues, justement, mais vraiment à la psychologie, comment la psychologie peut aider comme le petit poussé à refaire ce chemin et à remettre des petits cailloux pour retrouver en soi ce fameux trésor qu'on a tous et que quelquefois a été recouvert par des strates de difficultés et on n'a plus cette possibilité de sentir que oui, on a ces ressources, mais que pour se sentir bien aussi, et là je me tourne vers Audrey Platania qui est près de moi et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de faire le lien et de conclure, qui me sert de doudou, quand elle est là juste à côté de moi, c'est de se sentir en sécurité affective. C'est aussi cette sensation que pour pouvoir accéder à ces ressources, il faut qu'on puisse aussi avoir au fond de soi ce sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité affective, il est donné d'abord dans les premiers liens d'attachement avec les personnes qui se sont occupées de nous et selon la façon dont ces personnes se sont occupées de nous. Mais, et c'est ça la magie de la psychologie d'aujourd'hui, des neurosciences et de ce que l'on sait de la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau se remodèle en permanence,
c'est que même si on a eu une enfance difficile, même si on a eu des liens douloureux avec les personnes qui sont occupées de nous et que c'était vraiment la catastrophe, eh bien, et tu vois, regarde, je reboucle, rencontrer quelqu'un qui pose sur nous un regard d'amour inconditionnel, quelqu'un qui nous sert de tuteur de vie, de tuteur d'amour, eh bien, dans notre cerveau, les neurones, qui sont les cellules de notre cerveau, repoussent. C'est-à-dire, on a des images où on voit les neurones qui repoussent, comme des plantes, des synapses. Alain me reprend, des synapses qui repoussent, et des synapses qui vont se reconnecter et refaire des réseaux de neurones. C'est-à-dire que l'amour répare le cerveau. Je répète, l'amour répare le cerveau. Donc c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que comment on peut, nous, la psychologie, s'extraire de ça? Enfin, c'est une blague. Mais peut-être qu'il faut qu'on s'arrête, Nathalie, parce que je t'assure que tu vas regarder déjà 5h30 passées. Puis surtout qu'on m'a donné la parole à la salle. Oui, c'est ça. Alors, je terminerai par un point qui me fascine, parce que quand je lis ton livre et que je t'écoute souvent parler, c'est les références que tu donnes, c'est cette créativité, ce décloisonnement dans les ressources, le fait de s'autoriser à aller piocher des ressources dans des domaines qui ne vont pas forcément de soi de manière habituelle. Et c'est un peu aussi ça le parcours de nos familles. Il n'existe pas de cadre, pas de référence, pas de recette. En personne enfant, évidemment, il n'y a pas un guide pratique pour comment on vit après avoir perdu son enfant. Et donc on invente, puisqu'il n'y a rien, on a cette liberté, cette chance de pouvoir inventer ce qui marche pour soi et de ne pas aller chercher à l'extérieur, de vraiment creuser en soi et d'être presque un anthropologue de soi-même, dire bah, tiens, cette situation-là, je me sens bien, juste bien, je ne cherche pas à aller plus loin pour l'instant, lire ce livre me fait du bien, je continue. Cette personne, elle m'angoisse. Elle aggrave mon état d'anxiété, ben je l'évite un peu, sans culpabilité. Donc elle nous oblige un peu à être plus sur le ressenti et à oser être créatif. Et ce que je retrouve beaucoup dans ton livre, c'est des références assez classiques, mais d'autres comme Le Petit Prince, évidemment, qu'on a sur la table à côté de ton livre là-bas, parce qu'il y a une foule de ressources dans ce livre. C'est pas plus original en même temps. Mais aussi Mary Poppins. Et je voudrais que tu termines, en tout cas avec moi, après on passe les questions dans la salle, sur qu'est-ce que tu trouves dans Mary Poppins, que tu cites souvent et qui, moi, m'émerveille et m'aide aussi beaucoup. Mais je voudrais que tu le fasses partager un peu à la salle. Alors, je ne répondrai pas à la question de Nathalie, parce que si je m'embarque sur Mary Poppins, sortez vos thermos, etc., parce qu'on en a pour un grand, grand moment. Mais néanmoins, je répondrai à ta question, bien évidemment, parce que Mary Poppins, mon rêve, c'est de faire une conférence, des fois vraiment je le fasse, une conférence vraiment à partir de Mary Poppins, c'est des séquences de Mary Poppins. Mary Poppins est un film ressource, c'est un film de vie. Il ne faut pas que je commence, je me concentre. Il y a énormément de messages symboliques dans toutes les séquences de Mary Poppins. Je vais commencer en disant je n'en donnerai qu'une, éventuellement on ne sait pas, et n'en donnerai qu'une. Vous avez tous vu Mary Poppins? Oui. Qui n'a pas vu Mary Poppins? Ah ben formidable, formidable. Vous avez un très bon moment à passer. Ah ouais. Donc voilà, surtout il faut regarder Mary Poppins. Et alors, donc tous les autres qui sont des initiés, donc, on parle de l'original bien sûr. Donc, mais il n'est pas si mal fait le deuxième. Alors, Mary Poppins, quand elle arrive dans la maison de ses deux enfants Banks, elle a une espèce de sac en tapisserie absolument invraisemblable. Elle le pose sur la table, elle l'ouvre, à l'œil nu, il n'y a rien dans le sac, et elle en sort une immense plante verte, une patère sur laquelle elle plonge dans son sac, elle en sort un chapeau invraisemblable qu'elle accroche. Comme Joséphine Ange Gardien, pour ceux qui connaissent en référence plus récente. Ouais, mais je préfère ma copine pour ça. Mais après, chacun ses goûts. Et voilà, là, je ne devrais pas dire ça.
un miroir en bois doré, et donc le gamin, il plonge la tête dans le sac, il n'y a rien, il va taper sur la table pour voir s'il y a un faux truc là, un faux fond, comment ça s'appelle? Un double fond. Merci, un double fond, là, là. Un double fond, il n'y a pas. Et pour moi, c'est vraiment une image magnifique des ressources. Même quand on croit qu'on n'a plus de ressources, eh ben on en a. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Et c'est ça, et tout le film de Mary Poppins, que je ne décoderai donc pas tout de suite, est truffé de symboles comme celui-ci. Allez, toi, je savais que je... Justement, à propos du miroir en bois doré. À un moment, j'adore cette séquence. C'est toute cette notion, tu sais, de faux self, de se donner une apparence, etc. Et donc, Mary Poppins, donc elle a une coiffure absolument incroyable, son chapeau à fleurs et tout ça, elle est très belle, voilà, elle te ressemble un peu en fait, tiens. Elle est très belle, avec des grands yeux comme ça, émerveillés. Et elle se regarde dans le miroir, et puis il y a le reflet de Mary Poppins dans le miroir qui lui fait un clin d'œil, l'air de dire Mary Poppins, moi je sais qui tu es en vrai. Hein, je sais la petite fille et toutes les merdouillettes que tu fais dans ta vie, donc tu peux toujours faire ta belle, comme diraient les enfants, mais moi je te connais bien. Et par exemple, je me suis dit, tu vois, j'aime bien cette espèce de décalage, c'est-à-dire entre ce que l'on montre, entre l'apparence, entre ce que les autres voient de nous, et la réalité de ce que l'on est au fond de soi. Et moi, j'ai beaucoup utilisé cette image, et d'ailleurs, Coralie ou Audrey, qui travaillent avec moi quand je suis à Marseille, puisque maintenant je ne suis plus à Marseille, mais enfin, plus beaucoup, parce que là je suis à Marseille, en fait. Voilà. J'ai à côté de mon bureau, à Marseille, un miroir. Parce que j'ai beaucoup fait faire ça à mes patients, de leur dire mettez un miroir. Régis, je n'ai pas fait ça avec toi. Ah merde, c'est dommage, j'aurais dû. Mais oui, je suis d'accord. De mettre un miroir à un endroit où on est obligé de passer, tu vois, près de l'entrée ou à la sortie de sa chambre, enfin peu importe, pas un miroir de salle de bain évidemment, hein, un miroir à un autre endroit, et que chaque fois que tu passes à côté, tu te fais un clin d'œil. C'est comme c'est se reconnecter avec l'être profond que l'on est en soi. Et de le faire, tu vois, de faire vraiment ce clin d'œil à ton reflet, comme Mary Poppins, dire bon, ok, je suis là, je vais jouer mon rôle dans ma vie professionnelle, dans ma vie de parent, dans ma vie amicale, dans ma vie amoureuse, peu importe, mais au fond de moi, je ne me déconnecte pas à qui je suis vraiment. Donc voilà pourquoi Mary Poppins, et je conclurai en disant que le message de base de Mary Poppins, donc qui égrène toutes les scènes de ce film, c'est on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer son regard sur le monde, et c'est ça qui change tout. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions dans la salle. La première, c'est toujours la plus difficile. Votre conclusion m'interpelle beaucoup quand même parce que il a quand même un peu changé le monde. Et donc, même si un tout seul ne peut pas le changer, à plusieurs, on peut quand même contribuer à le changer un peu. Et d'autre part, j'ai découvert, en vous écoutant, la notion de psychologie des ressources. Et je me dis qu'effectivement, elles sont énormes, mais elles ne sont pas illimitées. Et donc, à un certain moment, il y a tout ce qui ne vient pas forcément de soi, même si c'est considérable, si j'ai bien compris, mais il y a la rencontre avec toutes les sollicitations qui sont extérieures et qui viennent à la rencontre, et il me semble qu'il y a beaucoup qui se joue entre les deux, et finalement, si on peut être optimiste par rapport à cette psychologie des ressources que vous avez fait apercevoir, il y a aussi quand même ce qui reste et qui est la possibilité de l'échec. Bien sûr, merci beaucoup pour ces remarques. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait qu'on peut changer les choses, bien sûr qu'on peut les changer. C'est plus une question de posture intérieure, c'est-à-dire dans l'instant présent, on peut pas. Ce qui est important, pour pouvoir changer les choses, il faut pouvoir changer son regard sur les choses. Sinon, tout semble fixe et figé. La deuxième chose que vous dites est très importante. Vous dites les ressources ne sont pas illimitées. Alors, pardon de faire ma psy, que je suis, mais ça s'appelle dans mon métier
une croyance limitante. Une croyance limitante. C'est-à-dire qu'en fait, votre certitude, c'est que les ressources sont limitées. C'est votre droit absolu de le penser, mais c'est votre pensée à vous. Ce n'est pas une vérité. Les ressources sont limitées. Ensuite, les ressources, elles viennent évidemment, enfin, on les trouve à l'intérieur de soi et elles sont le plus souvent assez illimitées et on est souvent surpris d'ailleurs de trouver toutes ces ressources en soi, mais les ressources, elles viennent aussi de l'extérieur. Comme le dit très bien Charles Pépin dans son livre sur la confiance en soi, avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance dans la vie, avoir confiance dans les possibilités que nous offre la vie, avoir confiance dans les possibilités que nous offrent les autres. Avoir des ressources, c'est aussi avoir des liens avec des personnes qui sont des personnes ressources. Moi, j'ai beaucoup de personnes ressources dans cette salle. Et ça fait partie de nos ressources, et des ressources qui sont à la fois les nôtres et intimes, et des ressources qu'on a choisies, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, dans notre vie. Et on sait que finalement, à peu près quoi qu'il advienne, elles seront là, et s'appuyer sur la vie. Je trouve que c'est très important, parce qu'on dit toujours il faut s'attendre au pire. Ma proposition, c'est aussi de se dire qu'on peut aussi s'attendre au meilleur. Tout d'abord, je vous remercie d'être là. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais le choix entre le tour de ski, M. Ruffin et vous. Donc, vous m'avez choisi moi. Le cœur m'a dicté, voilà, vous et vous. Enfin, voilà, depuis tout à l'heure, vous parlez de gêne, de chair de poule, de bonheur, d'amour. Vous parlez beaucoup du corps. Alors, moi, de ce que j'ai pu apprendre personnellement, merci Wikipédia, et les livres, bien sûr, les neurosciences. Alors, à quand la grande épousaille entre les neurosciences et la psychologie pure et dure traditionnaliste? Et ce qui me désole un tout petit peu, c'est qu'on ne popularise pas suffisamment ou on ne démocratise pas suffisamment les sciences, que ce soit de la psychologie, les neurosciences, comme Monsieur Mathieu Ricard, on sait beaucoup de choses aujourd'hui justement sur la détente musculaire, sur les rapports entre la détente profonde et le non émotionnel. C'est dommage que l'on n'en parle pas plus sur le terrain. En fait, je suis perplexe de votre intervention. Parce que, en fait, je ne parle que de neurosciences, en fait, moi, de début à la fin de tout ce que j'ai dit. Tout à fait. Bah, on est d'accord? Oui. Ah bon? Oui. Ok. Quand je disais l'épousaille d'accord. au niveau des métiers ou du métier. Vraiment, j'étais embêtée parce que je me suis dit, oh là là, alors... tout d'un coup, je me disais que tu n'avais pas dit ce que je pensais avoir dit. Donc, j'ai eu un moment Vous avez prononcé le mot. de décalage, là, dans ma tête. Oui, mais parce que je parle beaucoup de corps, parce qu'en fait, le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est pas une entité qui flotte comme ça dans les airs, c'est pas le cloud. Le cerveau, c'est du corps. C'est de la chair, c'est du sang, c'est de l'électricité, ce sont des hormones. Donc, je crois que c'est... Enfin, je crois, alors là, c'est très prétentieux de dire ça. C'est pas moi qui crois, c'est que justement, aujourd'hui, les neurosciences cognitives, c'est-à-dire toute cette mécanique qui nous permet de comprendre et d'acquérir nos connaissances sur le monde, et de penser, de mémoriser, d'analyser, etc. Les neurosciences affectives, c'est-à-dire toute cette chimie du cerveau et du corps et du cœur qui nous permet d'avoir nos empreintes affectives, de ressentir, d'aimer, de vivre les émotions qui sont les nôtres, toutes les neurosciences sociales qui sont ces sciences dures qui nous permettent de mieux comprendre le lien avec les autres. Eh bien, tout ça, ce n'est que finalement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire ça, ce qui n'est pas souvent le cas en psychologie et en sciences, qu'on soit d'accord, qu'on ne peut plus, c'est pas qu'on ne doit plus, c'est qu'on ne peut plus dissocier ce qui se joue dans le corps, dans le cœur et dans le cerveau, que tout ça est une symphonie constante qui s'alimente l'un l'autre, que si on n'active pas les émotions, on est beaucoup moins efficace avec notre intelligence. Si on ne ressent pas, notre intelligence ne sert à rien. Si on ne revient pas au corps, on ne comprend rien. Si on n'est pas dans le ressenti, on passe complètement à côté d'événements importants de nos vies.
vous parlez du ventre et du cerveau. Il n'y a pas très longtemps, ça je pense que vous devez le savoir, que nous avons 2 cerveaux, donc celui des intestins et du ventre et celui de la tête. Donc les scientifiques se posent la question à l'heure actuelle de savoir où est le premier cerveau, où est le deuxième cerveau. Je vais pas trop Je sais pas, pardon, non, bien sûr. Non, mais c'est un sujet très important, mais qui m'intéresse peut-être un petit peu le stade de cette rencontre. Les neurones du ventre, qui sont de l'ordre de 200 millions, ça s'appelle le cerveau entérique, hein, E-N-T-E-R-I-Q-E, où on sait aujourd'hui que ce sont les neurones dans ce cerveau entérique, donc dans ce cerveau du ventre, c'est une façon plus populaire de le dire, qui vont s'activer quelques millisecondes avant que l'information arrive au système nerveux central. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on le sent d'abord avec son corps, on le sent d'abord dans le ventre, et c'est ça l'intuition, avant de le comprendre avec sa tête. Parce que quelquefois, quand ça arrive à la tête, dans le mental balaye d'un revers de main ce dont on avait la certitude quelques instants avant. De la même façon, 95% de la sérotonine, qui sont les hormones qui nous permettent de nous sentir bien, heureux, sereins, sont produites par les neurones du ventre et circulent à travers le nerf vague pour venir alimenter le cerveau, le système nerveux central. Et le nerf vague, ce qui explique les malaises vagos. Bon, ben, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, vous voyez, on pourrait développer, en tirant sur ce fil, on peut aller très très loin et ce sont des sujets bien sûr passionnants. Et c'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est que grâce au progrès formidable des sciences, des neurosciences, de l'imagerie cérébrale, finalement, on valide ce que nous, les psys, les cliniciens, avions compris depuis longtemps. C'est un petit peu, et je fais un tout petit pas de côté, la même chose qui se passe avec les surdoués, les hauts potentiels, peu importe le nom qu'on leur donne. La singularité de ces personnalités-là, leur intensité de pensée, leur créativité, leur énergie de vie, leur besoin d'accomplissement, leur sensibilité. La sensibilité, c'est pas de la sensiblerie, la sensibilité, c'est comme on parlait avant d'une pellicule d'appareil photo. Il y avait des pellicules qui étaient plus ou moins sensibles à la lumière. La sensibilité, c'est la perméabilité qu'on a par rapport au monde. D'ailleurs, on dit bien, je sens bien cette personne, ou je sens bien cette situation, ou ça, je le sens pas. C'est ça la sensibilité, c'est vibrer au murmure du monde. Et alors, c'est la rencontre avec ces personnalités-là nous a permis, à nous, les psys de terrain, les psys cliniciens, de comprendre énormément de choses. Et aujourd'hui, la science et l'imagerie cérébrale vient valider que oui, le cerveau de ces enfants, de ces adolescents, de ces adultes fonctionne différemment. Oui, les informations vont plus vite. Oui, les cerveaux de ces enfants, de ces adultes sont beaucoup plus connectés. Oui, leur mémoire fonctionne de façon particulière. C'est-à-dire que finalement, les neurosciences et la science contemporaine vient confirmer et donner cette validation jusqu'à la prochaine fois. Hein. Victor Hugo disait « la science se rature elle-même ». Donc, en tout cas, et comme on dit dans notre métier, en l'état des connaissances actuelles, la science vient valider ce que l'on avait compris. Donc, merci beaucoup pour votre remarque. En fait, moi j'ai pas lu le livre encore. Ah bah, Donc, vous allez voir, il est formidable. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez parlé toutes les deux qui font écho à pas mal de choses que j'ai vues en tant qu'éducatrice spécialisée ou lors de ma formation de formatrice. Et notamment, de toute façon, Hippocrate, en fait, il le disait en 460 avant Jésus-Christ, que le corps et l'esprit, en fait, étaient liés et que si, en fait, l'un était perturbé, l'autre le serait également. Si l'homéostasie du corps, en fait, est perturbée, ça va impacter, en fait, le mental. Et donc, les deux devaient, en fait, coexister et être en harmonie pour... Et c'est un peu ce que vous dites, notamment... Donc je trouvais le lien en fait très important, surtout aussi le fait de l'amour, parce que par exemple Gabéron a écrit Oser le verbe aimer en éducation spécialisée. Et c'est vrai que dans le travail comme la psychologie, l'éducation, enfin plein de choses comme ça, enfin plein de métiers comme ça, je veux dire, on travaille avec de l'humain, donc on n'est pas des robots, donc forcément il y a des
des liens qui vont se créer et on ne peut pas non plus travailler sans amour, entre guillemets, pour son prochain si justement... On peut enlever les guillemets. Hein. Enfin, voilà, mais c'est vrai qu'on peut pas, pour moi, on ne peut pas travailler sans amour. C'est ce que vous dites, et la plasticité du cerveau, c'est pareil. Mais des fois, les souvenirs, on peut s'en rappeler autrement. C'est ça qui est peut-être des fois, on a peur de perdre ses souvenirs parce que le temps fait que le souvenir, on va s'en souvenir d'une autre manière. Voilà, c'est un peu tout ce à quoi vous m'avez fait penser durant la conférence. Et j'ai bien aimé quand vous avez parlé de la souris verte. Ne pensez pas à la souris verte, mais le cerveau, il ne comprend pas la négation. Donc forcément, on va penser à la souris verte. C'est pour ça. Voilà. Merci. Merci à vous en tout cas. Je voulais juste savoir, pour vous, la notion de deuil, qu'est-ce que vous représentez? C'est-à-dire, est-ce que on parle toujours de phase de deuil, est-ce que vous intégrez, est-ce que vous êtes d'accord avec ces phases, ou est-ce que peut-être justement avec les ressources, on peut limiter cette phase? Voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu, la question est autour du deuil et qu'est-ce que je pense du deuil. Alors moi je pense, enfin si je pense beaucoup de choses forcément, mais en tout cas la psychologie que moi j'ai intègre cette psychologie du deuil bien sûr et ces phases de deuil qui sont importantes et qui doivent être respectées. Alors selon les auteurs, selon les conceptualisations, elles sont un tout petit peu différentes, mais en gros il y a d'abord la phase de sidération, c'est-à-dire de ne pas pouvoir croire ce qui s'est produit, et qui est vraiment une phase de sidération à la fois psychique et physique. Ensuite, il y a la phase de colère, comme le disait Nathalie, c'est-à-dire autour de l'injustice, de pourquoi moi, pourquoi cette fois-ci, pourquoi à cet âge-là, pourquoi cette personne-là, enfin, etc. Donc la phase de colère, et puis une phase de colère qui peut être parfois aussi assez paradoxale, parce qu'on peut être en colère contre la personne qui est partie. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé seule? Et qui est éminemment à respecter, parce qu'elle a une vraie fonction dans ce processus de deuil. Ensuite, il est classiquement décrit une troisième phase qui est la phase de tristesse, c'est-à-dire la phase qui nous conduit à nous replier à l'intérieur de nous, dans plutôt cette mélancolie de souvenirs plutôt douloureuse, c'est une phase qui est plutôt douloureuse, mais qui est importante parce que la tristesse, qui est aussi une émotion, la tristesse a une fonction vitale, et j'insiste sur le mot vital, c'est nous permettre de revenir à l'intérieur de soi, de reparcourir à l'intérieur de soi tous les chemins qui ont déclenché, qui ont généré cette tristesse. Et petit à petit, on parlait du système nerveux entérique et du ventre, on pourrait prendre aussi là l'image de la digestion, c'est-à-dire de pouvoir incorporer cette tristesse. Pourquoi? Comme pour la souris verte, de pouvoir après relaisser de la place pour la dernière phase classiquement décrite du deuil, qui est la phase où la vie reprend son cours et où on peut repenser à la personne morte avec une mélancolie, mais cette fois-ci douce, une mélancolie d'amour, une mélancolie heureuse, on pourrait presque dire, par rapport aux souvenirs qu'on peut avoir de cette personne. Et c'est là que va intervenir beaucoup cette psychologie des ressources, par exemple. C'est à cette phase-là, mais sûrement pas avant. Il ne s'agit pas de réduire la souffrance, de dire à la personne qui souffre, mais attends, tu vas pouvoir activer tes ressources, pourquoi pas, et passer comme ça d'un instant à l'autre à un état qui sera pour toi plus confortable. Sûrement pas. Et pour les personnes qui se refusent d'avoir du chagrin et de carrément de passer à autre chose, est-ce que quand même ces phases de deuil, ça se fait ou pas du tout? Retour au boomerang après. Alors voilà, est-ce qu'il y a un retour du boomerang ou est-ce que quand même ça travaille inconsciemment? Alors, c'est une question très, très complexe que vous posez, très difficile. Votre question, c'est finalement, est-ce que si, à l'inverse, on ne ressent pas de chagrin ou... Non, Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, j'ai perdu un enfant et son père réagit, le père de l'enfant réagit de tout valider.
c'est ce qui se dit classiquement dans les processus de deuil, que c'est important justement d'être triste et de vivre, enfin, en psychologie on dit beaucoup ça, que c'est important de vivre son deuil de façon à ne pas le rendre pathologique et qu'effectivement il puisse y avoir, comme vous le dites, un retour du boomerang. Et en même temps, chacun fait comme il peut avec sa souffrance. Et pour certaines personnes, c'est la seule ressource à disposition. Et que peut-être on peut aussi le respecter, même si ça fait peur, et je comprends très bien que ça puisse faire peur, mais en même temps, chacun fait comme il peut. Et je crois qu'il faut avoir une certaine maturité psychologique, justement, et de développement personnel, au sens propre du terme, pas au sens bien-être flou du terme, pour accéder à ses propres émotions et pouvoir traverser ces étapes du deuil avec toute l'intensité émotionnelle nécessitée par ces étapes. Donc peut-être que pour le papa de votre enfant, c'est sa ressource pour l'instant. Et peut-être qu'il pourrait être aidé pour en trouver d'autres à d'autres moments, mais en même temps, le retour du boomerang n'est pas obligatoire. Jamais. Le malheur n'est jamais obligatoire. Oui. Après, ce qui est dur pour nous, parents qui avons perdu un enfant, c'est d'entendre parler les gens de cette période de deuil, alors que c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne fera jamais complètement. On considère qu'il y a des périodes et qu'au bout d'un certain temps, en gros, on tourne la page, quoi, enfin, de la part de l'entourage. Et c'est dur d'entendre ça, et c'est même pas considérable, quoi, qu'un jour ça soit fait complètement, ce fameux deuil. Mais ce n'est jamais fait. Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que le processus de deuil, je crois, ne signifie pas qu'on fait un passage, comme on passerait son permis de conduire, puis après, hop, ça y est, la vie est à nous. Non. C'est un passage, c'est-à-dire ce sont des étapes émotionnelles que le plus souvent, mais donc pas toujours, les personnes qui sont confrontées à la mort traversent, mais on reste toujours en lien, comme on l'a beaucoup dit, avec la personne morte. Moi je dis beaucoup morte parce que en fait j'ai du mal avec les mots disparus ou perdus. Ça peut paraître violent pour certains, mais ça c'est mon problème à moi, voilà, que j'assume. Ou pas, certaines fois, mais en tout cas là. Et bien sûr, et c'est un peu le piège dont on parlait tout à l'heure avec Nathalie, c'est que quelquefois justement c'est agaçant ces gens qui disent bon ben voilà, alors tu as fait ton deuil, donc maintenant hop, s'il te plaît, sois gentil, passe à autre chose, parce que maintenant c'est derrière. Et qu'on a peur d'oublier notre attachement et notre souffrance, et que les autres oublient. Donc on peut être dans cette espèce de revendication. Et oh, vous vous souvenez quand même, j'ai vécu un deuil important et c'est toujours douloureux pour moi, et toutes ces couillonnades, une fois encore on est à Marseille, de faire son deuil, c'est bien gentil, mais moi je suis toujours dans ce lien avec la personne morte. Mais oui, mais le lien, c'est le lien qui peut se transformer en lien d'amour, et même par moments ça peut être très douloureux, ce lien d'amour. Et Nathalie, je sais qu'avec tout le travail qu'elle a fait, tout le travail qu'elle fait avec vous, et ce travail remarquable et exceptionnel qu'elle fait avec l'association Le Point Rose, je sais qu'elle souffre par moments, mais heureusement c'est parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est juste humaine, et que même si elle a su, je parle de Nathalie, pardon, hein, parce que j'ignore vos vies à vous, que je connais mieux intimement les mécanismes psychologiques de Nathalie, même si Nathalie a fait énormément de travail pour tout ça, elle traverse des moments de pur désespoir. Et bien sûr, et je crois que c'est ça aussi, continuer à aimer et continuer finalement à être relié, c'est s'autoriser à vivre ces moments de désespoir en ayant au fond de soi la conviction profonde que ça ne nous emportera pas comme un immense torrent, mais que la vie renaîtra après ce gouffre, que la lumière de la vie pourra réapparaître malgré ce désespoir. Enfin, et ce qui change, je trouve, c'est que avec le temps, puisque le deuil c'est un processus de cicatrisation psychique quand même,
la cicatrice elle part pas, mais quand même on avance, c'est moins douloureux. C'est que dans ces phases, comme tu décris, de désespoir qui disparaissent jamais, de souffrance, on les perçoit comme le revers d'autre chose, le revers de l'amour. Et ce qui change aujourd'hui, puisque ça a fait 4 ans que j'ai perdu ma fille, ce qui change aujourd'hui par rapport à il y a 4 ans, c'est que je ne veux pas que cette souffrance elle disparaisse. Parce que pour moi, comme on dit, c'est le package, je prends le tout. C'est le package d'amour. Et pour rien au monde, je veux un jour penser à ma fille sans être peinée qu'elle soit plus là. Mais je vois l'autre revers aussi. C'est ça. C'est-à-dire que ça n'empêche pas. C'est toujours la même image. C'est que ça n'empêche pas. Mais merci parce que c'est important ce que vous dites. Parce que c'est souvent un processus qui peut bloquer aussi ça. Moi, c'est vrai que ça fait 12 ans, donc on pourrait se dire, et beaucoup de gens de mon entourage se disent, c'est bon, elle a eu d'autres enfants, c'est bon, elle a tourné la page. Oui, c'est fini. Et non. Et non, c'est pas fini, donc j'ai beaucoup avancé. Mais c'est vrai que cette idée qu'on se fait du deuil qui se fait en tant de temps ou quoi... Oui, mais c'est le processus initial, c'est le processus, mais finalement, la trace, comme dit Nathalie, c'est-à-dire la trace, et la trace, c'est pas superficiel, la trace, mais l'entaille, on va dire. Enfin, moi, j'aime bien parler de psychiatrice. Elle est là pour la vie, toute la vie, et que quelquefois, comme toutes les cicatrices physiques, tout d'un coup, ça peut faire souffrir. C'est comme quand vous avez été amputé d'un bras ou d'une jambe. Eh ben, on sait bien que les phénomènes de douleur dans le bras ou la jambe qui n'existent pourtant plus peuvent se réveiller ou peuvent être présents et peuvent faire terriblement souffrir des années après. Ben, je crois que c'est la même chose. Mais, parce qu'on vit finalement avec cette image du corps complète. Alors après, on ne sait pas très bien l'expliquer, justement. La science aujourd'hui ne sait pas très bien expliquer ça. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais on ne sait pas très bien expliquer. Et je crois que peut-être que pour la mort d'un enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, dans notre vie, il y a cet enfant. Pour la vie. Et donc, comme un membre amputé, quelquefois, penser à cet enfant ou le souvenir de quelque chose, ou une odeur, ou une couleur, ou un moment, va faire remonter comme ça des bouffées d'amour, mais quelquefois des bouffées de tristesse, de souffrance, d'arrachement, d'insupportable. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très dur de ne pas être compris par l'entourage. Oui, je crois que c'est sûrement la plus grande blessure dans ces moments-là, c'est que finalement, pour les autres, c'est tellement plus facile de se dire, comme vous le disiez dans votre cas, bon, de toute façon, ça fait 12 ans, c'est derrière. Mais c'est toujours présent. Mais parce que l'amour, vous savez, c'est comme le scotch du capitaine Haddock, pour donner un tout petit peu de légèreté dans ce qu'on est en train de partager. On ne peut jamais s'en défaire. Et ben, l'amour pour un enfant qui n'est plus là, l'amour pour quelqu'un qu'on a profondément aimé et qui n'est plus là, on ne peut jamais s'en défaire. Et surtout, il ne faut jamais s'en défaire. Et finalement, si les autres ne comprennent pas, c'est triste pour eux, oui. Et c'est formidable pour nous de continuer à aimer envers et malgré tout, et envers et malgré l'indifférence. C'est probablement une des plus grandes souffrances de la vie de chacun de nous, quelles que soient nos vies, c'est l'indifférence, c'est la solitude, malgré ces liens illusoires, par exemple. Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Malgré ces liens illusoires, je crois que l'isolement et la solitude est sûrement une de plus grandes souffrances. Sauf si on partage. Oui, bien sûr. Une fois encore, sauf c'est comme pour les qualités, sauf si on s'entraîne, mais sauf si on est en lien. C'est pour ça qu'on sait aussi que d'être en lien, et c'est pour ça qu'une association, ça me permettra de conclure, une association comme le Point Rose est extrêmement importante, parce que c'est le lien vivant, c'est le lien aux autres, c'est cette énergie d'amour qui circule entre vous et dans tout ce que l'association propose. Et c'est pour ça que quand Nathalie m'a proposé, moi, d'être marraine, évidemment, mais je me suis précipitée où ? Dans ses bras, bien sûr. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. C'est aussi ça qui permet de se sentir plus fort et moins seul, même si de toute façon, malgré le lien, il y a une part en nous de solitude qui est inhérente, il me semble, à la vie. Et de toute façon, je le disais à Nathalie il n'y a pas longtemps, j'ai adhéré au Point Rose seulement en décembre. Je connaissais depuis longtemps, mais bon, je n'osais pas franchir le pas. Et
Et depuis, j'ai l'impression d'être en train de renaître, quoi. Donc je remercie beaucoup Nathalie. Voilà, bah écoute Nathalie, ça va nous permettre de te remercier beaucoup pour avoir organisé tout ça. Ce que j'aime bien dans ton livre, et je vous encourage à le lire, c'est la dernière partie où tu dis « je n'aime pas les fins ». Et là, je ne connaissais pas ça de toi, et moi je déteste les fins, je déteste les séparations. Et comme souvent la vie nous confronte à nos peurs et à ce qu'on ne veut pas voir de la vie, moi elle m'a confrontée à la séparation ultime de ma fille, et à apprendre à être ensemble, séparés. Donc peut-être qu'on peut continuer à être ensemble avec toi au travers de ce livre Et pas séparés. Et pas séparés. Et donc, peut-être que c'est ça aussi le beau de la fin pour partager ce livre et je vous invite vraiment à le découvrir. Donc, on Merci. a le livre qui est là, on a une boisson aussi qui est offerte et puis on est là pour... C'est le package. Voilà, c'est le Pour package. reprendre ta livre et boisson comprises, c'est ça. Merci. Merci. Alice. Ah non, mais vous, je vous parle pas, vous n'avez pas vu Mary Poppins. Non, je suis désolée, ça fait partie de mes limites. Peut-être je voulais vous remercier. Ah bah oui, alors on va aussi parler. Finalement, c'est pas mal. Voilà, parce que par vous êtes venu sur Internet, sur YouTube, donc c'est ce que nous faire beaucoup. Mais j'existe en vrai, vous voyez, pour me toucher. J'existe en vrai. Ouais, c'est vrai. Pas que derrière un écran. C'est vrai, c'est une production au visage. Voilà, je vous remercie parce que je faisais des recherches personnelles et c'est vrai que ça m'avait permis de beaucoup m'éclairer. Donc voilà, c'est génial. Bon, je n'ai pas encore eu des solutions, déjà je suis un peu plus éclairé, c'est déjà pas mal. Et sinon, je voulais vous demander aussi, concernant par rapport au sujet d'aujourd'hui, d'autre part, c'est. Moi j'ai l'impression, à mon avis personnel, que ce monde-là, en fait, qu'il y a beaucoup plus, par exemple, à l'heure actuelle, de mal-être, qu'il y a peut-être bien ou 30 ans. Et plus ça va, plus ces gens me semblent plus dépressifs, avoir plus de pathologies, plus de nervosité, plus d'agressivité, moins être heureux, ils sont beaucoup moins heureux. La dame parlait tout à l'heure de cerveau, je suis beaucoup dans la science. Et on parle à l'heure actuelle même du troisième cerveau. Ah ouais. Je suis en retard. On a découvert des neurones il y a quelques années au niveau du cœur. Et qui sont beaucoup plus propres au niveau de l'esprit ou au niveau du deuxième cerveau. Et qui doivent être peut-être beaucoup plus performants. Vous avez fait écarquiller les yeux d'Adam, hein. Ouais, On regarde. Ouais, je suis pas au courant, ouais. Je suis en retard. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ce mal-être, est-ce que cette souffrance, est-ce que ça ne serait pas introduit aussi à nos croyances, une modification à son c'est nouveau, vous avez parlé de lâcher prise tout à l'heure, mais c'est peu nouveau, c'est depuis quelques décennies en fait qu'on s'approche un peu, que plus on avance au niveau de la science, et plus on le sait au niveau scientifique, tous les physiciens savent que la vie est illusion. La vie est illusion. Que la vie est illusion. Où commence la vie, il y a beaucoup de... Oh là là. On va tuer, on recommence. On va finir en privé parce que là, si on commence la vie, Nathalie a parlé de la fin. Où est la fin? Où est la vie? Où est le début? Ce que je veux dire par là, c'est vous avez parlé de lâcher prise, est-ce que c'est pas notre culture, ce qu'on nous apprend, peut-être, comme on est conditionné, comme on est éduqué, à toujours s'accrocher en Occident, à toujours s'accrocher à tout, à s'attacher à tout, à t'as l'ego, à vouloir toujours être plus fort, avoir plus belle voiture, et qu'on est accroché à tout, on est crispé sur tout. C'est ça, c'est crispé le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est venu très longtemps après, mais c'était ça le terme. Je veux dire qu'au niveau du par exemple, de la philosophie plus ancienne, comme dans le bouddhisme, par là. Oui, bien sûr, mais très sincèrement, je voudrais libérer non pas la souris verte, mais tout le monde. C'est très important et très intéressant ce que vous dites. Moi, je suis assez prudente sur C'était mieux avant. Hein, je vous invite à lire le livre de Michel Serres, justement, C'était mieux avant.
qui décortique cette idée-là sur qu'est-ce qui était vraiment mieux avant et est-ce que c'était vraiment mieux avant. Alors oui, il y a des effets d'occidentalisation, il y a des effets de culture, il y a des effets de possession, il y a des effets de narcissisme, il y a des effets, comme l'écrit Tonino Benacquista, de tout à l'ego. Mais c'est un sujet éminemment complexe qu'on ne peut pas... Mais est-ce qu'on le dit plus avant ou est-ce qu'on le saura plus après? Ce qui est important, c'est d'être dans le flow FLOW de la vie et de s'ajuster à la vie qui est là et à la vie qui est la nôtre, qui que l'on soit. Mais bon, merci beaucoup. Et regardez Marie Copine. Pardon. Non, attends. Ah bah, t'as mis devant. Mais c'est pas grave.